écoute, Aquaba, Ibuka, comment vas-tu? Merci, merci. Je vais très bien et toi? Bah écoute, moi ça va, hein, content de te voir à Abidjan. Hein, pour ceux qui ne savent pas, on s'est jamais rencontrés avant aujourd'hui. Ça, c'est vrai. On papote via un DM Insta et autres. Ouais. Et donc ça fait un moment que je pense on suit respectivement Ouais. le travail des uns des autres. Et tu fais partie des rares gens dans le e-commerce game qui sont là depuis un moment. Ouais, j'avoue. Et qui en plus font. Tu as testé beaucoup de choses en e-commerce en Afrique. Donc pour le coup, je te laisse déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du coup. Comment tu te présentes aujourd'hui? Alors, je me nomme Ibuka Njoli. Je suis un entrepreneur basé au Sénégal. Je suis passionné de commerce, on va dire de manière générale, de tech et par tout ce qui touche à l'Afrique. Ouais, c'est la présentation que je fais. Générique que tu donnes. Voilà. Maintenant, tu sais, sur ce podcast, en cas, nous, on aime bien parler un peu de chiffres. Donc, si tu devais te définir en un chiffre, tu dirais quoi? Alors, j'ai plusieurs chiffres. Est-ce qu'il faut parler de... Je t'en prie, donne les chiffres qui pourraient te plaire. Bon, j'ai lancé, on va dire, 5 entreprises. Tu as lancé 5 entreprises? Ouais, on va dire, de mon parcours, j'ai lancé 5 entreprises. Okay. Je reviendrai là-dessus. Vas-y. En termes de chiffres, bon, par exemple, je veux parler de un de nos produits, un jeu de cartes, on a vendu 4217 exemplaires la première année. Ouh, attends, c'est quel jeu de cartes? Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Viens, on se connaît. C'est aussi l'un des tests que j'avais fait en e-commerce, justement en Afrique. Donc ça, c'est vraiment, en fait, ça a pris une ampleur à laquelle je m'attendais vraiment pas. Super. Et c'est à 60 millions, je pense, de CA pour ce jeu-là la première année. Waouh. D'un coup comme ça. Ouais. C'était le premier test. Avant ça, bon, j'ai fait aussi du dropshipping en Occident. On va dire que ça a été un peu mon baptême, on va dire, dans l'e-commerce. Okay. Comme beaucoup. Voilà. Et non, mais avant ça, je faisais de la vente en ligne, mais je ne savais pas que c'était de l'e-commerce. Parce que je ne l'appelais pas de l'e-commerce. Okay. On va dire la troisième boîte que j'ai lancée, c'était une start-up, je l'appelais ainsi à l'époque. Et ce que nous faisions, en fait, c'est on a mis en place une librairie en ligne pour permettre aux auteurs africains de vendre leurs livres sur Internet. Ah, mais ça ressemble beaucoup à Tama, c'est mignon. Exactement. Et justement, j'ai un peu comment dire, échangé avec Ulrich, justement, sur Tama avant le lancement. Ouais. Et c'est ce que nous faisions. Donc, l'idée, c'était de permettre aux auteurs africains de vendre leurs livres sur Internet et de pouvoir justement lire ces livres-là, que ce soit en version papier, en version e-book et en version audio également. Mais ça, c'était en 2014. Donc, c'était l'époque où on n'avait pas encore tous les outils de paiement qu'on a aujourd'hui. Moi, mes clients, par exemple, ils partaient dans un point Wari. À l'ancienne. Voilà. Wari, ça, c'est l'ancêtre de Wave. Pour ceux qui ne connaissent pas, googlez Wari, W-A-R-I. Donc, ils partaient là-bas, ils effectuaient le paiement et après, on avait la confirmation de paiement. Et c'était difficile, en fait, de scaler. C'était laborieux. Ouais. C'était laborieux, justement. Donc, on capait pratiquement à 15 millions de CA mensuels. C'est déjà pas mal, hein. 15 millions de CA mensuels, tu sais qu'il y a très peu de gens en e-commerce qui arrivent à faire ça. Pour moi, c'est l'une des premières barres, d'ailleurs, de l'e-commerce. Ouais, mais en fait, moi, je pensais qu'on était très, très en dessous de ce que j'estimais qu'on pouvait faire. En fait. Parce que peut-être ma particularité, c'est que je ne me comparais pas à ce qui existait. Parce qu'à l'époque aussi, on n'avait pas d'acteurs qui le faisaient localement, mais on avait en fait des gens qui le faisaient en Occident. Donc je me comparais beaucoup plus à ces personnes-là. Et j'avais l'impression qu'on était très en deçà, très en dessous d'eux. Et justement, c'est ce qui me frustrait en fait. Ouais. Et c'est justement, bon, si on continue l'histoire, c'est justement après un voyage en Belgique, j'avais été invité là-bas pour justement une conférence sur l'entrepreneuriat, que je découvre que ce que je faisais en fait s'appelle l'e-commerce. Parce que comment je le faisais, je me disais juste, en fait ce que j'avais fait c'est quoi? C'est qu'on avait commencé par une édition en ligne, une maison d'édition en ligne pour permettre aux gens justement de publier leurs livres. Ouais, les auteurs de publier leurs livres. Ouais. Exactement, ça c'est la première étape. Par la suite, il fallait vendre ces livres-là quelque part. Donc on a développé une plateforme qui permet aux gens de vendre ces livres-là. Ouais. Et après on a eu en fait des maisons d'édition qui nous contactaient parce qu'elles voulaient produire des livres. Mais en Afrique, en fait, il faut savoir que les imprimeries, elles ont un certain nombre en fait d'exemplaires qu'elles demandent le minimum. D'accord. Donc, par exemple, le minimum, ça va être 500 exemplaires. Sauf que tu sors un livre à 500 exemplaires, c'est pas sûr que tu puisses le vendre. Ouais, donc, ce que nous, on a commencé à faire par la suite, c'est l'impression à la demande de livres. On a commencé à le faire en 2016. Donc, on permettait à la fois à nos auteurs d'avoir des petites quantités de leurs livres qu'ils pouvaient vendre en version papier et aussi aux maisons d'édition avant que un autre acteur de la France vienne, en fait. Donc, ça, c'était, on va dire, mon en quelle année, ça, c'est marrant? 2014-2016. 2014, ouais. 2014, c'est le début en fait de Kusoma, ça s'appelait Kusoma. Kusoma. Kusoma, ça signifie lire en swahili.
Ok, voilà. Très bien. Donc c'était 2014 et 2016 justement, on a commencé comme je l'ai dit en fait l'édition et en fonction des besoins, on essayait d'ajouter de nouvelles choses. Et justement à un certain moment, on s'est rendu compte que l'impression à la demande, ça nous rapportait beaucoup plus que les ventes en fait de livres. Et je me souviens, il y a un des mentors aujourd'hui dans l'entrepreneuriat au Sénégal qui s'appelle Omar Cissé, le fondateur de InTouch. Ah ben oui, bien sûr, ah oui. Il m'avait conseillé en fait, il m'a dit, écoute, ce truc ça marche, là-bas tu galères. Concentre-toi sur ça. Sur quoi? Sur l'imprimerie en fait, le fait de c'est ce qui rapportait le plus d'argent en fait. Le jeu de cartes rapportait plus d'argent. Non, pas le jeu de cartes, mais le fait d'imprimer les livres. Les livres pour les auteurs et aussi pour les maisons d'édition, c'est ce qui rapportait à un certain moment, c'est ce qui rapportait plus d'argent que le fait de vendre des livres en ligne. D'accord, donc tu dirais que c'est l'une des premières leçons que tu as eues dans l'e-commerce, c'est qu'il faut se rentrer sur l'activité ou la part d'activité qui te rapporte le plus, qui a le plus de traction. Non, je dirais pas ça. Ça, c'est ce qu'il m'a donné comme conseil. Ouais. Sauf que j'étais têtu. T'as pas écouté? Du coup, non, en fait, moi, j'étais persuadé qu'on allait arriver à un moment où on pourrait vendre nos livres africains sur Internet. Parce que ce que j'avais constaté, moi, je suis auteur aussi. J'ai écrit des livres, une dizaine. D'accord. Et ce que j'avais constaté, c'est que les livres, en fait, lorsqu'on les produit en Occident et qu'ils reviennent ici, ils sont beaucoup trop chers en fait. Ouais. Et donc les gens ne peuvent pas forcément payer 15 000, 20 000 pour un livre. Et je me suis dit que si on pouvait proposer des alternatives à ça, c'est-à-dire une version e-book, les gens allaient lire. Parce qu'à l'époque, déjà, des gens commençaient à lire sur Wattpad, etc. Et il fallait juste un peu structurer tout ça en fait. Donc c'était ça mon postulat de départ. Et donc quand il m'a donné ce conseil-là, je me suis dit, ouais, je comprends, c'est un grand... en fait dans le milieu et tout, mais je voulais vraiment faire marcher ce que je pensais sur lequel il fallait se concentrer quoi. Mais je peux dire que j'étais un peu trop tôt en fait par rapport à ce que je faisais. Il n'y avait pas de solution de paiement. J'ai été l'une des premières personnes par exemple à intégrer Paydunia. Ah, l'ancienne, qui d'ailleurs a été rachetée, félicitations à eux. Voilà. Salut, la famille. Pitch Payment a racheté Paydunia pour ceux qui ne le savent pas, et c'est l'un des rares exits dans la tech ouest-africaine, donc il faut les célébrer. Félicitations à eux, voilà, je t'en prie, continue. C'était un de leurs premiers clients. Ils étaient là depuis l'époque, eux? Oui, ils étaient là depuis l'époque, depuis 2014 déjà. En fait, là, j'ai intégré Paydunia en 2016. Donc c'était 2016 en fait. Et il n'y avait pas InTouch à l'époque? Non, à l'époque, il n'y avait pas InTouch. Omar faisait quoi? À l'époque, c'était Cetic Dakar. Omar, il était à Cetic Dakar à l'époque. Ah, oui. Et après, il est passé d'abord à Teranga Capital avant de lancer InTouch. Ouais. Ah, wow. Et donc, du coup, moi, je me souviens, j'étais venu voir les gars de Paydunia pour qu'ils puissent intégrer en fait leur solution sur Consumer. Après ça, bon, comme je l'ai dit, j'ai été invité à cet événement-là en Belgique. Ouais. Et une anecdote assez marrante. Bon, j'ai rencontré les startups là-bas. On m'a présenté pas mal de boîtes. Et puis un jour, parmi les personnes qui étaient là, je vois un jeune en fait avec son laptop. Et du coup, je lui demande en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ouais, moi, je suis pas dans la startup, mais je fais de l'e-commerce. J'avais entendu vaguement parler d'e-commerce, mais je savais pas forcément ce que c'était. Je fais de l'e-commerce, mais c'est un peu différent parce que ça s'appelle du dropshipping. Je suis un peu piqué, intéressé parce que je suis curieux. Et je lui demande, ouais, mais comment ça marche? Il dit, ouais, ça va. Ce mois-ci, on a fait 150K. Je fais quoi, 150K? 150 000 euros. Non, j'ai pris une chaise, je me suis assis. Attends, toi, faut que je t'écoute. Explique-moi l'affaire de dropshipping là. Parce que moi, je faisais 15 millions, donc on va dire un peu 22 000 euros. Ouais. Et c'était galère. J'avais une équipe avec laquelle je travaillais. Lui, il était seul. Il faisait 150 000 euros. Wow. Je voulais comprendre en fait comment ça marchait ce truc. Donc là, tu t'es dit le dropshipping, c'est quelle année ça? Non, là, du coup, je me suis dit, écoute, il faut que tu m'expliques quoi. C'est comment? Et ça, c'était qu'en 2016 toujours? Non, 2018. 2018. Donc là, tu te dis, voilà. C'est quoi cette affaire de dropshipping? Exactement. Et là, en fait, il ouvre son laptop, il me montre son dashboard Shopify et c'était la première fois que je voyais Shopify. Je ne connaissais pas du tout. Et là, je vois en fait dans son dashboard 152 000 euros qu'il a fait en un mois. Et là, je me suis dit, non, je suis sur le mauvais truc. En fait. J'étais parti pour 8 jours. Je suis revenu, j'ai vendu mes machines. Donc les machines d'impression et tout ça. T'as vendu des machines d'impression de livres? J'ai vendu les machines, j'ai vendu les éléments qui étaient là et je suis reparti. Oh wow. Et je suis reparti parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre ce truc-là parce que j'avais l'impression que ici, en fait, dans notre marché, on n'avait pas connaissance vraiment de ce qui fonctionnait réellement. En fait. Et c'est là que j'ai mis en fait le plein pied dans l'e-commerce, en commençant par le dropshipping. J'ai fait du print on demand, j'ai fait du dropshipping en fait classique à l'époque, où ça marchait encore très bien. Mais explique le dropshipping à quelqu'un qui ne connaît pas, parce que peut-être. Alors le dropshipping c'est juste un business model, donc c'est un modèle en fait qui permet de faire de l'e-commerce sans avoir à gérer de stock
et à gérer la livraison. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu crées une boutique en ligne. Donc, habituellement, c'est sur Shopify. Et il y a des outils qui te permettent de connecter ta boutique au stock des fournisseurs. Donc, on a par exemple Oberlo à l'époque qui permettait de le faire. Et les fournisseurs étaient sur AliExpress. En Chine en général. En Chine en général, parce que en fait, le prix est beaucoup plus réduit. Sinon, il y avait d'autres solutions aussi qui permettaient de connecter à des fournisseurs, par exemple en Suisse et même aux États-Unis. Mais souvent, les prix étaient trop élevés et du coup, on n'arrivait pas à mettre des marges assez intéressantes. Donc, lorsque tu connectes au stock du fournisseur, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une commande, en fait, tu fais du marketing donc pour attirer des visiteurs sur ton site et puis tu essaies de trouver le moyen de convertir ces visiteurs-là en clients. Et lorsqu'ils passent une commande, la commande, en fait, elle est envoyée via l'outil dont j'ai parlé, Oberlo par exemple, Dissers, on a d'autres. C'est envoyé au fournisseur et le fournisseur, il reçoit les informations du client et il se charge de livrer au client. Donc toi, en fait, tu n'as pas vraiment grand-chose à gérer à part, bien sûr, cet aspect marketing. Voilà. Le dropshipping, pour résumer, pour ceux qui ne savent, c'est la forme d'e-commerce où tu focuses tout l'essentiel de l'effort de l'entrepreneur. C'est juste ça. Le marketing et service client. Ouais, service client, exactement. Ça, c'est la partie la plus importante que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens ont tendance à voir le dropshipping comme étant un exercice uniquement de marketing, mais après, il y a le service client parce que le service client en dropshipping est d'autant plus difficile que tu n'as pas le contrôle sur le stock. Exactement. Et donc, même souvent aussi, tu n'as pas le contrôle sur la qualité du produit. Exact. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles après j'ai arrêté de faire du drop. Je vais venir à. Vas-y, dis-nous, là on est bien. Là, tu nous racontes une épopée entrepreneuriale comme j'aime beaucoup. Ok, donc en fait, là, lorsque justement j'ai commencé par le print on demand parce que je ne maîtrisais pas encore bien comment fonctionnait le dropshipping. Donc le print on demand, c'est un peu le même principe, sauf que tu as des plateformes comme Printiful, comme Printify, qui te permettent en fait de prendre une image ou un visuel, ce que tu veux, tu le mets sur plusieurs supports, tu peux avoir des t-shirts, plein de supports en fait que tu as à ta disposition et tu vends ça sur ta plateforme et c'est pareil, c'est-à-dire que lorsqu'une personne commande, la commande est envoyée à Printiful par exemple et lui il se charge d'imprimer le t-shirt ou le pull ou quoi que ce soit et livrer au client et donc toi tu récupères juste tes marges en fait. Donc j'avais commencé par ça pour voir en fait est-ce que ça marchait vraiment? Est-ce qu'on gagnait de l'argent réellement quoi? Parce que j'étais sceptique aussi au départ, mais je suis curieux, donc je voulais tester. Et donc, quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, bon, avec les vêtements, c'est assez limite parce que beaucoup de personnes le font. Et je vais aller en fait voir ce qu'il y a vraiment dans le dropshipping en tant que tel. Et là, c'est là que je suis allé maintenant voir les outils qui permettaient de trouver ce que les gens appellent des produits gagnants, des produits winners, et avec AliExpress, etc. Et je me suis lancé dans le dropshipping. Ouais, parce qu'il y a aussi la sélection du produit qui est important dans le dropshipping. Ça, c'est quel produit tu vends? Comment tu le marketes et après comment tu gères le service client. C'est très important parce que si tu vends un produit qui est accessible, c'est-à-dire que la personne elle peut l'avoir au coin de la rue, il n'y a pas d'intérêt de l'acheter en ligne en fait. Et d'autant plus qu'à l'époque, il fallait attendre entre 7 et 15 jours pour recevoir le produit. Et donc du coup, c'est pas vraiment intéressant. Donc il fallait trouver un produit qui vraiment apporte de la valeur aux clients. Et il y a cet aspect-là justement, comme tu le disais en fait, un produit qui soit pas forcément visible en fait dans l'entourage et aussi qui ait cet effet waouh parce que les gens en fait c'est la publicité qu'on utilise donc il faudrait que lorsque les gens voient le produit ils se disent je veux l'avoir en fait à tout prix. Il y a un effet waouh aussi à avoir. Exactement, c'est important en fait, c'était en tout cas à l'époque. Et le problème c'est que bon, j'ai vendu pas mal de produits en dropshipping, j'ai comment dire, tu as fait plus ou moins au final que ton impression, c'est ça la question qu'on te demande. Est-ce qu'avec le dropshipping tu as fait plus de revenus que tu faisais avec du coup? Bienvenue dans l'univers d'Ankapay, une solution simple et sécurisée pour recevoir des paiements en ligne où que vous soyez. Avec Ankapay, c'est facile. Créez un lien personnalisé en un clic, partagez le lien avec vos clients via email, WhatsApp ou tout autre canal. Recevez vos paiements rapidement grâce à plusieurs options telles que carte bancaire, PayPal ou Mobile Money. Pourquoi choisir Ankapay? Une solution adaptée aux entrepreneurs et PME, des paiements sécurisés partout dans le monde, une interface simple et intuitive. Rejoignez des milliers d'entrepreneurs africains qui utilisent Ankapay pour simplifier leurs transactions et développer leur activité. Créez votre compte dès maintenant. Tu n'as pas de site web, mais tu veux vendre tes produits digitaux? Crée un lien Ankapay en quelques clics et partage-le partout sur Instagram, email ou même sur ton WhatsApp. Tes clients payent où qu'ils soient, Ankapay encaisse pour toi. Ah oui, non, le dropshipping, c'est que ça m'a rapporté en termes de revenus. Je ne pense pas qu'il y ait un business qui m'ait rapporté autant en fait. Sérieux? Ah oui, non. En dropshipping, en fait, j'ai fait des paliers parce que il y a ce qu'on appelle des 1000 KD par exemple.
1000 euros par jour. Donc ça, c'est le premier palier à dépasser. Après, tu dois... Le premier palier en dropshipping, c'est faire 1000 KD, tu appelles ça? Ouais, 1000 KD, en fait, un KD, en fait, on appelle ça. Ça veut un dire KD. C'est 1000 euros, arriver à faire 1000 euros dans une journée. Dans une journée. Première ça, étape. On va dire c'est la première étape. Okay. Donc après ça, tu essaies de faire 10 000 euros en une journée. Okay. Après, bon, il y a des personnes qui vont un peu plus loin. 100 000 euros en une journée, ça c'est le... J'ai pas fait 100 000 euros en une journée, mais j'ai déjà fait 32 000 euros par exemple en une journée. Wow. J'ai fait 150 000 en un mois. Wow. 300 000 aussi en un mois, surtout avec les Black Friday par exemple. Et c'est là que bon, j'ai une autre histoire avec des blocages PayPal et tout ça. Mais bon, donc en fait... ça, il faut qu'on en parle, bien sûr. Ça fait partie des parties importantes. Donc en fait, tu as eu beaucoup de succès sur le dropshipping. Ouais, franchement, c'était bien, mais il y a justement la partie dont tu parlais, le service client, parce que quand tu vends un produit que tu n'as pas touché, ouais. Tu ne sais pas en fait c'est quoi la véritable qualité du produit, tu vois. Et c'est livré directement depuis le fournisseur en fait qui livre. Donc nous on essaie en fait avec le dropshipping, on essaie de faire en sorte de tomber sur des fournisseurs qui sont fiables, ouais. Et qui proposent en fait des produits de qualité. Avant, moi je faisais pas par exemple faire venir les produits testés avant de les vendre, parce que voilà, tout le monde faisait pareil. Mais par la suite j'ai commencé en fait à recevoir souvent pour certains produits des retours en fait. Ah, des retours. Et quand il y a un retour, puisque toi tu n'as pas d'adresse en fait, ouais. Physique, donc soit ça va revenir en fait à l'adresse, en fait, on va dire à la poste par exemple, et tu peux pas ramener ça au fournisseur. C'est pas possible. Tu peux pas, il va pas le reprendre. Donc ça veut dire que c'était des pertes en fait, tu vois. Ouais. Et donc du coup, pour que tu puisses gagner vraiment plus, en tout cas pour que tes marges soient intéressantes. Ouais, parce qu'après il y a le chiffre d'affaires, c'est bien les 1000 KD, etc. Mais à la fin c'est le profit. Le profit, ça tournait en taux de 30% en fait. Ah ouais, d'accord. Donc pour que tu puisses, hein. Ouais, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui font du dropshipping, ils n'ont pas ça. Ils n'ont plus ces marges là. Non, ils n'ont plus ces marges en fait. Ah. Et donc, je vais venir pourquoi c'est le cas. Et donc, pour que tu puisses vraiment avoir un business qui puisse tenir sur le long terme, pour ne pas avoir ce que les gens font, ils ouvrent un shop aujourd'hui, ils ferment dans un mois, ils ouvrent un autre, etc. Il fallait justement avoir un service client de qualité. Et donc, il faut justement assurer que le produit que tu proposes, il est bon. Et le service client aussi, il est là pour répondre aux gens parce que justement, c'est ce qui va inspirer confiance et c'est ce qui va faire en fait que ton business va continuer en fait. Et moi, par exemple, je me souviens, il y a un produit qui m'a fait exploser, c'était un soutien-gorge. Un soutien-gorge? Ouais, pour femmes, mais c'était un soutien-gorge en fait qui à la fois faisait correcteur de posture et qui était pour les femmes comment dire qui ont des fortes poitrines parce que elles avaient du mal à trouver en fait des soutiens-gorge de qualité et aussi de très beaux en fait soutiens-gorge à leur taille. Et donc du coup j'avais lancé un shop sur ça. Au départ c'était pas le soutien-gorge mon produit phare, c'était c'est une sorte de en fait pour le ventre là, une gaine. C'est pas une gaine en soi, mais c'était une sorte de sweat-core que tu portes et ça fait aussi en même temps effet de gaine. Okay. C'était ça mon produit phare parce que c'était ça que je pensais qu'il allait marcher. Sauf que c'est le soutien-gorge qui a pris en fait. Et il s'est très bien vendu. J'ai vendu en France, en Belgique, en Suisse, beaucoup aussi en Suisse. Okay. Et voilà, ça c'est là que ça a démarré. C'est là que j'ai compris en fait que dans le dropshipping, c'est pas juste le fait de prendre un produit, vendre. Il faut vraiment avoir un produit qui répond à soit une douleur, soit à un besoin, et vraiment marketer autour de ça en fait. Et donc du coup, après ça, vraiment, je pense que j'avais compris comment ça fonctionnait et j'ai continué à faire à vendre en fait comme ça en ligne. Mais à un certain moment, j'étais un peu frustré par le fait que en dropshipping, si tu vois les gens qui font du dropshipping, ils ne montrent jamais leurs produits. Parce que la raison pour laquelle ils ne montrent pas, c'est que faut pas que quelqu'un d'autre copie. Voilà, en fait, c'est très facile. La barrière à l'entrée, elle est assez basse. Elle est assez basse. Ouais, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal. Si je vois ton produit, surtout aujourd'hui avec par exemple les outils qui sont là, je prends une photo de ton produit, je peux trouver ton fournisseur, je peux prendre en fait il n'y a rien qui m'empêche de copier ce que tu fais. Parce qu'il n'y a rien de propriétaire. Même marché. Il y a rien. Et si j'ai plus d'argent que toi, je te bats en pub. Et donc, du coup, tu vas plus vendre, en fait, tu vois. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, ils cachaient leurs produits. Sauf que moi, en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pas pour me cacher, en fait. Moi, je voulais, en fait, avoir quelque chose qui ait du sens aussi. Et surtout, comme je l'ai dit, passionné d'Afrique aussi, c'est que je voulais quelque chose, en fait, qui ait du sens aussi en Afrique. Tu vois. Et je vendais beaucoup plus sur le marché occidental. Européen, il y a de l'argent. Occidental largement, parce que européen aussi, américain aussi. Et je voyais par exemple les commentaires Facebook des clients, c'était bien, mais je n'avais plus en fait ça ne me faisait plus rien en fait. Tu vois, c'est un peu comme ce que beaucoup de personnes font en fait, ce à quoi ils arrivent quand tu fais un truc, ça devient un peu routinier. Tu
tu ne ressens plus vraiment l'excitation du début. Et moi, je suis une personne qui facilement en fait déconnecte quand il y a ces genres de choses là. Et donc je voulais en fait quelque chose qui soit à un niveau supérieur. Et c'est là que j'ai découvert des entrepreneurs australiens, notamment Greta Van Riel, qui est une dame extraordinaire qui a lancé 4 marques dans l'e-commerce. Et les 4 marques en fait font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Wow. Et elle est très connue d'ailleurs de Shopify aussi. Il y a aussi un autre qui s'appelle Davy Fogarty. Aujourd'hui, il est jury dans le Shark Tank, en Australie. En Australie là. Il est jury là-bas. Lui aussi, il a lancé en fait une marque qui a fait 300 millions de chiffres d'affaires. 300 millions en une année par exemple. Et du coup, je me suis dit, ok, le dropshipping c'est bien beau et tout ça, mais tu ne peux pas en fait garder un produit ou en tout cas développer ton business produit pendant longtemps. Ouais, il faut que tu aies un certain moment, il faut que tu changes de produit tout le temps. Exactement, tu vas changer de produit. Non, en fait, tu peux être dans une niche et proposer des produits qui soient complémentaires à ce que tu proposes, mais à un certain moment, en fait, ça s'essouffle, tu vois, et il faudrait que tu passes à autre chose. Et le fait de tout le temps recommencer, c'était pas quelque chose qui me parlait, en fait. Ouais. Je voulais avoir quelque chose qui pourrait rester dans la durée. Et par exemple, j'ai vu des exits, par exemple, avec les marques en e-commerce. Donc, quand la marque, tu l'as fait grandir, il y a une plateforme sur laquelle tu peux revendre en fait la marque. Oui, quand tu as une marque, quand tu possèdes le produit, mais c'est différent de juste avoir un dropshipping d'e-commerce. Et c'est intéressant parce que ce que tu décris aujourd'hui, beaucoup de gens ont drifté du dropshipping pur qui était Shopify et donc ces applications pour lier avec les fournisseurs chinois ou ailleurs. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup sur Amazon. Ouais. Je pense que beaucoup de gens font du dropshipping FBA, on appelle ça. J'ai fait du Amazon FBA aussi. Ouais, FBA, voilà, Fulfillment by Amazon. Ouais. Beaucoup de gens font ça. Ouais. Mais ce qui m'intrigue, c'est que tu te dis, en fait, tout ça, c'est des cycles, en fait, où tu vas trouver un produit, le pousser pendant un moment, après, il faut chercher d'autres produits, il faut continuer à pousser. Et toi, tu voulais, du coup, posséder le produit et posséder l'expérience, du coup, c'est ça? Oui, mais il y a aussi un avantage, en fait, à passer du dropshipping à une marque. D'ailleurs, c'est le Saint Graal pour la plupart des dropshippers, en fait, ceux qui sont sérieux, en tout cas. Parce que, tu vois, un produit que tu vends en dropshipping, tu cales le prix sur ce qui existe, en fait, sur le marché. Donc, si, par exemple, l'autre, il le vend à 15 € par exemple, toi, tu vas le vendre peut-être à 12 € pour être intéressant. Pour être intéressant. Sauf que quand tu as une marque, il le vend à 15 €, tu peux le vendre à 90 €. Oui, parce que tu as le contrôle de la valeur. Exactement. Et aussi, la manière dont tu vas transmettre tout ça au potentiel client, ça va faire qu'en fait, le potentiel client, il sera beaucoup plus en confiance d'acheter chez toi à ce prix-là, plutôt que d'acheter en fait sur une plateforme de dropshipping, etc. Parce que si tu as une marque, tu as aussi une proximité, une confiance. Exactement. Et aussi, en fait, il y a tous les éléments, ça veut dire toute l'expérience. Par exemple, lorsqu'on achète un produit, par exemple, tu prends un produit Apple, par exemple, quand tu le reçois, le packaging, tout ça, en fait, ça rentre dans l'expérience que le client il vit. Et quand il a cette expérience-là, en fait, tu le gardes déjà longtemps, mais en plus de ça, il va en parler. Mais un produit dropshipping, habituellement, les gens, quand ils achètent, ils l'achètent pour eux, ils n'en parlent pas, quoi. Donc, du coup, tu es dépendant d'une certaine manière de la publicité, en fait, pour pouvoir ramener des gens. Sauf qu'avec une marque, l'avantage, c'est que tu as, par exemple, là, on a une base de clientèle qui est là, et à laquelle on peut revendre en fait d'autres produits parce qu'on a créé cette t'as un lien avec eux. Exactement. Et donc ça c'était il y avait l'aspect déjà argent aussi, le fait que tu puisses gagner plus avec une marque qui m'a intéressé, mais aussi le fait que tu n'aies pas de mal en fait à présenter ton produit parce que tu le co-crées par moment avec tu le possèdes et tu le co-crées avec des fabricants par exemple en Chine et autres. Et tu peux vraiment dire, par exemple, je vais dire n'importe quoi, le micro là, par exemple, je veux avoir un micro, voici ce que je veux, la particularité que je veux sur ce micro là. Et du coup, ça coûte un peu plus cher, la barrière à l'entrée un peu plus élevée, mais le gain est plus intéressant en fait, tu vois. Non, clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis là parce que je me rends compte que même à l'époque depuis, parce qu'en parallèle, on était sur Afrique Réa. C'est intéressant ce que tu décris parce que beaucoup de gens ont eu ces moments-là un peu similaires, même avec la créativité africaine où, en gros, par exemple, tu avais un moment, les gens adoraient un certain type de tissu. Toutes les jupes, comme disait, dans ce wax-là, se vendaient à tout va. Et trop souvent, ce qui se passait, c'est que les gens ne créaient pas une vraie marque. Il n'y avait pas une identité derrière le produit. Il n'y avait pas une confiance derrière. Et donc, comme tu dis, il y a eu des montées et après des descentes. Et d'ailleurs, les marques qui ont survécu le plus longtemps, la plus connue étant Nana Wax, c'est ça qui la distinguait. C'est qu'en fait, tu pouvais reconnaître du Nana Wax même si on ne te disait pas que c'était elle. Exactement. Et du coup, elle innovait sur les produits. C'est la première à avoir fait effectivement plutôt des tissus anti-bogolant, ce qui lui a permis de... Et du coup, tu as raison, parce qu'en fait, trop de gens, même aujourd'hui, et ce que tu dis là est valable, même chez Anka, on voit trop de gens, en fait, commencent sur un produit, parce qu'ils sont attirés par la tendance, parce que le produit leur parle, mais ils ne créent pas de marque. C'est ça. Et c'est ça qui, du coup, fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des bons prix,
d'ailleurs, une bonne valeur. Ouais. Et donc la marque, comme tu dis, c'est un ensemble de choses. C'est l'expérience de packaging, c'est le service client, c'est la qualité du produit, qui est très dur. En fait, c'est beaucoup de gens ont du mal parce que c'est étonnamment plus dur que juste faire du marketing. Bah oui, justement, c'est ça. En fait, je vois cela, c'est comme une personne qui joue dans son quartier et qui joue à la Ligue des Champions, en fait. Ah, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, quand tu vas là-bas, c'est un peu plus dur, mais lorsque tu joues là-bas, en fait, tu as plus de résultats, en fait. Et justement, autre chose aussi qui, d'ailleurs, par rapport à l'exemple de Nanawax dont tu parles, ce que j'ai compris aussi lorsque j'ai basculé dans, on va dire, dans ce qu'on appelle l'e-commerce 2.0, c'est vraiment l'e-commerce où tu as une marque en soi. C'est que dans le dropshipping, comme beaucoup de gens font, tu as un produit, tu cherches d'abord, tu commences par le produit. Ouais. Tu as le produit et après tu vas chercher les clients. Ouais. Sauf que quand tu es dans la construction d'une marque, tu procèdes différemment. Donc, par exemple, c'est quand on dit souvent product market fit, donc c'est le produit qui va trouver son marché. Ouais. Dans l'e-commerce, en fait, dans la création de marque, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait plutôt inverser la chose. Donc c'est market product fit. Okay. C'est-à-dire que tu commences par le marché et tu vas aller trouver en fait quel est le produit qui est le plus pertinent pour ce marché-là. Et c'est là qu'en fait les ventes sont pratiquement garanties. Et tu parlais de l'exemple de Nanawax. Nanawax, sans peut-être le savoir, c'est ce qu'elle a fait. Oui. Elle a commencé par une communauté. Elle a bâti d'abord une communauté. Avec sa page. Exactement. Le pain de chez moi, c'était ça. Exactement. Et du coup, le fait d'avoir bâti cette communauté-là, ça fait que. Elle pouvait tester les produits. Totalement. C'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, elle poste les tissus qu'elle va faire, elle poste pour voir comment les gens réagissent. Totalement. Et du coup, quand elle lance, forcément les gens vont la suivre en fait, parce qu'ils l'ont vu. Et sauf qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des gens qui se lancent dans l'e-commerce, ils sont tellement pressés qu'ils ne veulent pas en fait passer par cette étape-là. Ils veulent avoir un produit c'est-à-dire un produit pour lequel ils tombent amoureux et ils veulent en fait que voilà, les gens puissent acheter ce produit-là dès le day one en fait. Alors que c'est pas forcément de cette manière-là que ça va fonctionner en fait. Et donc du coup, ça c'est vraiment ce que j'avais compris et du coup j'ai commencé maintenant à travailler sur la création de communauté. Donc ce que nous faisions, c'était quoi? Tu prends une page Instagram, tu essaies de la faire monter, donc tu publies des trucs en rapport avec la niche que tu as ciblée, que tu as choisi par exemple, tu publies du contenu. Et les gens qui sont intéressés par ce contenu-là, je vais dire n'importe quoi, par exemple le basket. Tu publies des contenus en rapport avec le basket, les gens qui sont intéressés viennent. Et après, en fait, pour leur vendre en fait, des produits en rapport avec le basket, c'est beaucoup plus facile. Oui, parce que du coup, en plus, tu sais dire qu'est-ce qu'ils cherchent. Exactement. Tu sais, voilà, et tu as plus d'informations sur le marché. Et donc, du coup, ça a été aussi un shift qui a été vraiment intéressant. C'est ce que tu dis, c'est une très belle théorie. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent devraient l'appliquer. C'est de chercher d'abord quel est le marché. Ouais. Parce qu'en plus, du coup, ça te force à regarder qui est l'audience, quel est son intérêt, à être plus précis que de dire j'ai tel produit, je veux le vendre à quelqu'un qui a de l'argent, je veux le vendre à une femme africaine lambda. Ouais. Des fois, les gens me disent je veux vendre à la classe moyenne africaine. Je dis mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire en effet. Ou aux bourgeois du Marais en France, ça ne veut rien dire. C'est ça. Par contre, une audience, c'est vraiment comme tu dis des intérêts, des profils beaucoup plus précis. Et quand tu as une audience. Oui, après, d'ailleurs, tu peux déterminer quel est le produit qu'eux cherchent. Exactement. Dans ce sens-là, c'est ce que, d'ailleurs, font beaucoup de gens. Et que, tu as raison, toutes les marques, par exemple, nous, aujourd'hui, on a une marque qui performe très bien au Nigeria qui s'appelle Kira Fashion Cave. Elle a fait peut-être 7 ans à essayer. Elle est sur Africa depuis le tout début. Mais maintenant, son chiffre d'affaires vient d'être multiplié par 10 parce que ça fait 10 ans qu'elle cherche. Elle a construit une audience autour du mariage. Ouais. Bon, qui est quand même un sujet où il y a énormément de marques de robes de mariée, etc. Et c'est très dur de se distinguer. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, à force de tester autour, là où elle a eu vraiment un fit incroyable, c'est quand elle a commencé à faire des robes spécifiquement pour les proms. Pas pour le mariage. Donc c'est marrant parce qu'une robe de gala n'est pas si loin d'une robe de mariage en termes de construction. Mais c'est pas le même usage, pas la même cible, pas le même truc. Et quand elle a commencé à faire prom focus, donc son contenu est devenu concentré sur le prom, tout est devenu concentré sur le prom. Là, d'un coup, maintenant, son chiffre d'affaires, elle a dépassé les 100 000 € par mois, voire par semaine, des fois. C'est clair. Et moi, je pense qu'en fait, l'une des choses aussi qui est intéressante lorsque tu procèdes de cette manière-là, c'est que, comme on dit, ils vendent aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter. Ouais. Et le fait d'avoir cette audience et d'être aussi à l'écoute de cette audience-là, parce que c'est important, c'est pas j'ai une audience, j'ai une communauté, et après je dis achetez ça. Ouais. C'est plutôt essayer de comprendre, en fait, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, et à partir de là, en fait, essayer de trouver quelle est la meilleure solution, quel est le produit, en fait, qui est le plus adapté à ce que ces
gens-là ont besoin. Et vraiment, ça a été pour moi un game changer, en fait, en tout cas, dans mon expérience dans l'e-commerce et dans la création de marques. Et avoir compris ça, justement, je me suis dit, OK, je ne peux pas continuer de faire du dropshipping parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être passé à un autre level. Et ce que je veux maintenant, c'est avoir des marques, en fait, en tout cas, avoir une première marque, en fait, qui puisse tenir sur le long terme. Et j'ai lancé une première marque. C'était un produit que j'avais déjà vendu en dropshipping, mais j'avais quelques retours de gens par rapport au produit, des choses qu'ils n'aimaient pas trop, dans la qualité. Et j'ai utilisé ces retours-là pour aller, en fait, voir un fabricant pour qu'il puisse améliorer le produit. Et comme le fabricant était en Chine? Oui, il était en Chine. Et toi, tu étais où? Moi, j'étais en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Mais comme en fait, j'avais déjà des ventes avec lui, c'était plus facile, en fait, de l'amener à travailler sur à te faire confiance, parce qu'il savait qu'il... Mais du coup, c'est l'autre pouvoir de quand tu as l'audience et déjà les ventes, c'est que les gens sont plus flexibles avec toi sur la production. Exactement. Et donc, du coup, après avoir personnalisé le produit avec le logo, avec le packaging, etc., j'ai multiplié le prix par 5 et ça s'est vendu beaucoup mieux. Ça s'est vendu beaucoup mieux, en fait. Et c'était un produit pour les femmes, c'est pour les cheveux, en fait. Et en fait, la partie du marché qui était oubliée, c'était les femmes qui avaient des cheveux, des femmes africaines, on va dire. Et du coup, le produit, il se focalisait beaucoup plus sur les caucasiennes. D'accord. Et donc, du coup, avoir intégré ça, ça a permis, en fait, d'ouvrir le marché et de pouvoir vendre, en fait, à davantage de personnes. Mais à un certain moment, c'était juste avant la Covid. Avant le Covid, ok. Ouais, juste avant le Covid, en fait, je voulais revenir. Déjà, ça faisait un moment déjà que j'étais parti, j'avais laissé la famille au Sénégal. Et je voulais revenir et voir, en fait, comment se portait, en fait, le marché sénégalais, en fait, par rapport à tout ça. Et j'ai toujours eu cette envie-là de partager. Depuis très longtemps, je crée du contenu, etc., sur YouTube, etc. Et je partageais, même en étant en Europe, je partageais, en fait, pour expliquer ce que j'avais appris et pour montrer comment on pouvait faire différemment, en fait, le commerce en ligne, en fait. Et donc, du coup, quand je suis revenu, j'ai vu qu'en fait, c'était le désert, quoi, sur ce point-là. On avait des acteurs, mais c'était plutôt des marketplaces comme Jumia et autres. Mais là-bas, en fait, c'était un peu pareil. Même sur Jumia, il y avait des gens qui prenaient des produits de la Chine. Ça veut dire, en fait, c'était vraiment l'opportuniste, en fait. C'est vraiment le business pour le business. Je veux vendre un truc, je prends un produit, je le vends. Du commerce pur. Exactement. Pur, en fait. Il n'y avait pas de réflexion derrière. Et moi, ce que j'essayais d'apporter aux gens, en fait, c'était... ce que je voulais, en tout cas, apporter aux gens, c'était cette réflexion-là derrière. C'est-à-dire que devenir une marque, pas forcément devenir une marque, mais en tout cas, si tu veux vendre de manière beaucoup plus efficace, il faudrait que tu sois à l'écoute et que tu proposes aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter, mais pas tu viens avec un produit et puis tu dis, OK, j'essaie, ça ne marche pas, OK, un autre, j'essaie. Tu perds de l'argent, en fait, finalement. Clairement, et du temps. Voilà. Et justement, c'est après ça que j'ai été bloqué par le Covid. J'ai pas pu retourner. L'idée, c'était de revenir et repartir. Mais après, j'ai été bloqué par le Covid. Tu étais bloqué à Dakar? Oui, au Sénégal. Donc, tu es resté? Ouais, je suis resté. Et en 2020, c'était le pic, on va dire, de tout ce qui est dropshipping. E-commerce. Oui, nous, on a fait x10 en volume. C'était une époque incroyable. Voilà, moi, mes plus gros chiffres, en fait, je les ai faits à ce moment-là, en 2020, pendant le Covid. Justement, en parallèle, comme je le disais, ce que j'avais appris de ces deux personnes dont j'ai parlé, David Fogarty, qui avait lancé sa marque et qui faisait 300 millions et autres, et la dame là, Greta Van Riel. Et il y a aussi une jeune dame, celle qui a fait $1 million en 8 minutes, s'appelle Marie Rivière. $1 million en 8 minutes avec sa marque aussi, c'était des huiles. Donc c'est toute cette expérience et toutes ces compétences acquises là-bas que j'ai essayé maintenant de mettre à profit ici. Et donc, quand je suis revenu, comme j'ai vu qu'en fait, il y avait des personnes qui voulaient parfois lancer des marques, mais qui souvent ne savaient peut-être pas comment vendre. Donc, j'ai commencé à les accompagner d'abord en one-to-one. Et après, j'ai créé Techie Agency, une agence en fait une agence digitale e-commerce qui se focalisait justement sur ça. Les accompagner pour tout ce qui va être comment on vend en ligne, media buying, comment utiliser en fait les outils qui sont à la disposition pour pouvoir attirer des clients, etc. et développer en fait leur marque. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. On a accompagné genre 200 et quelques e-commerçants. E-commerçants et parmi elles, plus de 50 marques. Et 200 e-commerçants, wow, super. Et par la suite, en fait, le truc, c'est que je déteste les business de service. C'est pas vraiment mon truc à moi. En fait. Je peux le faire, mais voilà, j'aime vraiment le fait de créer des choses, en fait. C'est pour cette raison que je fais des challenges, je crée des trucs. Et du coup, à force d'accompagner ces gens-là, j'entendais un peu pareil avec les commerces, et que j'entendais souvent des plaintes en fait,
les problèmes qu'ils rencontraient, tu vois. Je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Et chaque fois, il fallait le faire manuellement. Je me suis dit, OK, il faudrait peut-être avoir quelque chose qui permette en fait d'automatiser ça, pour ne pas que les gens continuent en fait de revenir en fait vers nous à poser des questions en fait. Et c'est là que j'ai commencé en fait à réfléchir. Je voulais pas revenir en fait dans le monde des startups parce que je sais que c'est un autre game. Ah, c'est un autre game en fait, encore. Pour moi, la startup, c'est un peu comme, tu vois, on a des personnes qui font de la course rapide, on va dire, comme des sprints, des sprints en fait, comme Usain Bolt, et on a des marathoniens. Et pour moi, en fait, c'est peut-être dans la même discipline, mais c'est deux choses en fait carrément différentes. C'est l'athlétisme, mais ça n'a rien à voir. Exactement. Si tu t'entraînes pas en fait pour faire le marathon, tu pourras pas le faire en fait, tu vois, et vice versa en fait. Et du coup, j'avais touché à autre chose et je voulais pas forcément revenir dans ça. Et c'est même ce que je dis souvent aux gens. Je dis que j'ai parfois l'intention, en fait, l'envie de lancer une start-up, mais je ne veux pas être en fait en front de la start-up. C'est un peu difficile à comprendre en fait. Et c'est parti justement de ces problèmes que j'avais constatés. L'un de ces problèmes étant le fait que j'ai ma plateforme, j'ai un site, bon, les gens, ce sur quoi on les aidait à créer des sites e-commerce, c'était Shopify. J'ai mon site, j'ai du trafic, mais lorsque les gens viennent, ils ne lisent pas les fiches produits, ils cliquent sur WhatsApp et ils me bombardent de questions. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le classique en Afrique. C'est purement en Afrique, en fait. Ouais. Tu peux écrire tout ce que tu veux sur un truc, les gens vont finir par t'écrire. Exactement, c'est purement culturel, en fait. Et moi, je l'ai constaté avec nos propres marques. Bon, je pense que j'ai un peu sauté la partie... Où tu as créé ta marque, où j'ai créé la marque Viens, on se connaît. Je vais revenir là-dessus, mais moi, je l'ai constaté sur nos propres marques, sur nos propres business qu'on avait lancé dans l'e-commerce. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on ait une solution. Mais sauf qu'à l'époque, quand je parlais de cela, on n'avait pas encore l'explosion des IA génératives et tout ça. Donc, c'était facile à concevoir, mais difficile à mettre en action. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition, je me suis dit que c'est quelque chose qui est possible en fait à faire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur Douka. En tout cas, l'idée de Douka, en fait. Douka, ça s'appelle. Oui, Douka, ce qui signifie boutique en Hausa. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens en fait, d'avoir un vendeur IA qui se charge en fait de répondre aux questions des gens. Pas juste répondre aux questions, parce qu'on a des chatbots qui existent, mais en fait, l'idée, c'est qu'ils comprennent comment se passe la vente dans notre contexte africain et qu'ils puissent en fait répondre aux clients, c'est-à-dire les accueillir, répondre à la question, mais aussi pouvoir détecter leurs doutes, leurs objections, etc. et les conduire à la vente. Donc avoir en fait un vendeur, comme ce que moi j'ai l'habitude de faire par exemple avec des gens quand je dois vendre, mais qui puisse être intégré en fait à différentes plateformes en fait. Ah, c'est stylé ça. Donc ça c'est le projet sur lequel tu bosses en ce moment. Ouais, c'est ce sur quoi je me focalise en ce moment. Mais entre temps j'ai lancé Techie Studio qui de base c'est une fabrique de marques. Donc l'idée, ce que j'ai appris justement dans la création de marques, bon, on a eu notre première marque qui s'appelle Viens, on se connaît, un jeu de cartes de base qui se focalisait sur les couples. C'est celui-là où tu en as vendu 4217. Voilà. L'idée c'était quoi? C'est que les couples aujourd'hui, beaucoup de gens en fait ou les amis, hein. Non, mais on a commencé d'abord par les couples parce que c'était là le problème. Aujourd'hui, on a des jeux pour les amis, pour la famille, etc. Mais la base, c'était que les couples, en fait, ils ne se posent pas forcément les questions pertinentes quand ils sont dans la love time, en fait, tu vois. Et du coup, parfois, ils passent à l'étape supérieure, donc ils se marient sans avoir, en fait, abordé des sujets qui étaient importants. Et donc, j'ai pensé des questions que j'ai testées aussi avec les personnes qui étaient dans mon entourage. Et j'ai compilé ces questions-là dans un jeu de cartes que j'ai commencé à proposer. Et c'est parti très vite parce que j'ai fait un post Instagram où j'ai parlé juste j'avais rien fait encore. C'était l'idée. C'était juste, en fait, non pas juste l'idée, mais on va dire, le concept, tu avais déjà quand même le concept du produit. J'avais le concept, j'ai utilisé, parce que je m'en sors un peu pas mal dans tout ce qui est graphisme et tout ça. Donc j'ai fait un proto de boîte de jeu. Super. Avec un proto de cartes que j'ai montré aux gens et j'ai dit, il y a ce jeu que j'ai créé et que vous pouvez le précommander. Et là, en 5 jours, j'ai 1 million de CA, en fait, 1 million de francs qui rentrent, qui sont juste des précommandes en fait. Nice. Et je n'avais encore rien fait. Et donc du coup, là, je me suis dit, ok, je suis obligé maintenant de le sortir. D'aller chercher, très bien. Exactement. Et là, maintenant, j'ai sorti le jeu, les ventes ont continué à exploser. Et les personnes qui ont acheté le jeu, c'est elles qui m'ont dit,
oui, le jeu, il est super, on a bien joué, etc. Mais nous, on est mariés, on aimerait bien avoir une version pour les mariés qui se focalise beaucoup plus en fait sur les questions qui sont propres aux personnes mariées. Ouais. Donc, on a sorti maintenant le deuxième jeu qui est Viens, on se connaît, mais cette fois-ci pour les mariés. Donc, on a un jeu pour les couples donc qui sont pas mariés et un jeu pour les mariés. Après, il y a des personnes, ouais, nous, on n'est pas en couple, nous, est-ce qu'on peut avoir aussi des jeux pour passer du temps, etc. Mais aussi, l'idée dans ce jeu-là, c'est pas juste un jeu de cartes pour lequel on s'amuse, mais c'est vraiment permettre aux gens de se reconnecter via la conversation en fait. Et donc l'idée c'est d'apprendre de l'autre via les échanges significatifs qu'on peut avoir. Et donc on a sorti le jeu pour amis qui a très bien marché aussi. Après on a sorti le jeu pour famille parce que bon ça c'est parti de mon expérience personnelle. C'est que avec mon père par exemple là, il y avait une cassure qui s'était faite à un certain moment. Ouais, bien sûr. Et on n'arrivait pas vraiment à communiquer. Et je sais qu'il y a peut-être des choses que je n'avais pas compris de sa manière de faire. Et lui aussi, vice-versa, en fait, il y avait des choses qu'il n'avait pas compris. Mais c'est difficile souvent de mettre cela sur la table en fait, et discuter. Et donc, de là est partie l'idée du jeu famille où on a des questions pour les parents qui posent aux enfants et des questions pour les enfants qui posent aux parents. Et voilà, c'est vraiment permettre d'avoir des conversations. Ça permet aux enfants d'en savoir un peu plus sur le contexte des parents, etc. Qu'est-ce qui les a amenés à ça. Mais aussi aux parents d'en apprendre un peu plus sur les enfants. Parce que souvent, ils pensent les connaître, mais pas du tout. Et même des témoignages que nous recevons, il y a des parents qui nous disent « j'ai découvert mon enfant ». Tu as un enfant que tu as depuis plusieurs années, en fait, tu l'as découvert, en fait. Et pour les enfants, en fait, c'est être un peu plus compréhensif par rapport à certaines choses que, par exemple, leurs parents ont fait. Parce que, comme on dit, si tu portais leurs chaussures, tu n'allais pas marcher mieux qu'eux, en fait. Que si tu étais à la même place, tu n'aurais peut-être pas fait mieux, tu vois. Parce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et à ce moment-là. Donc voilà, c'est la gamme de jeux qu'on a sorti avec Viens, on se connaît, qui a bien marché. Après cela, on a travaillé aussi sur un produit que j'avais déjà vu à l'époque dans le dropshipping. C'était une ceinture qui soulage les douleurs menstruelles via la thermothérapie et la massothérapie. Donc ça, je l'avais vu. J'avais vu une marque en fait lancer ça en Amérique du Sud et ça marchait super bien. Mais j'étais en train de me demander en fait si c'était pertinent ici en Afrique. Et en me posant des questions, justement, j'ai fait un Google Form. J'ai recueilli en fait des réponses de femmes qui me parlaient de leurs douleurs menstruelles, comment ça se passait, certaines qui avaient des douleurs assez atroces, etc. Je me suis dit ça pourrait être pertinent en fait de leur proposer ce produit-là. Donc j'ai fait venir 50 exemplaires pour pouvoir tester. Je ne vendais pas encore. Et le test a été concluant. Et là je me suis dit ok, on peut passer maintenant à la production de ça. Et justement avec ça aussi, pour ça aussi on a travaillé avec le fabricant. L'idée c'était d'améliorer en fait ce qu'on avait constaté sur les autres produits parce que c'est pas un produit qui est innovant en soi, ça existe, mais ce qui existe en fait c'est de mauvaise qualité, ça brûle, c'est ce que les gens vendent en dropshipping en fait par exemple. Et la marque que j'avais vue par exemple, elle avait travaillé avec le fabricant et ils ont eu ce qu'on appelle un patent, donc ils ne peuvent pas en fait produire ça, c'est-à-dire ils ne peuvent pas vendre ça en fait à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc du coup c'est ce que j'ai essayé d'avoir avec un fabricant pour avoir ce produit là et pouvoir le vendre en fait ici en Afrique. Et voilà. Et après on a aussi des couches pour bébé parce que lorsque j'ai eu ma fille toi aussi quand même j'ai pu voir que quand on recherchait les couches, il y avait des couches qui coûtaient cher mais on ne comprenait pas pourquoi ça coûtait cher et la peau des enfants est assez sensible en fait. Donc du coup moi j'étais ma femme et moi on est très regardants en fait sur ces choses-là, essayer de trouver en fait le meilleur produit, sauf que quand on regardait on ne voyait pas vraiment en quoi cette couche-ci se distinguait de l'autre. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur une entreprise en Chine qui fait des couches à base de fibres de bambou. Et ce sont des couches naturelles qui sont légères, qui sont bien absorbantes. En fait, elle coche pratiquement toutes les cases. En fait. Et l'entreprise a fait 200 millions de chiffre d'affaires annuel avec ça. Donc du coup, j'ai essayé de faire une sorte de collab avec eux dans un premier temps pour montrer qu'on est sur un marché peut-être qui n'est pas aussi important que les marchés qu'ils ont l'habitude de servir, mais il y a du potentiel en fait. Et du coup, ils nous ont envoyé quelques couches pour qu'on puisse tester. Et le test aussi a été concluant. Donc l'idée, c'est de créer, en fait, c'est avoir vraiment une fabrique de marques et créer ces marques-là. Ça fait beaucoup de marques à entretenir, hein, du coup. Oui, mais justement, pour l'instant, je me focalise premièrement sur... En fait, le principe, c'est quoi? C'est prendre une marque, essayer de l'amener au product market fit, justement. Et une fois que la marque est vraiment développée, je recrute un brand manager qui se charge de développer cette marque-là. Et moi, je peux me focaliser sur autre chose, en fait. Donc, c'était ça l'idée. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que les gens ayant vu
les marques en fait, les sites qu'on a créés pour nos clients, les marques que nous avons sorties, il y a beaucoup qui ont commencé à me contacter pour me dire oui, j'aimerais bien avoir un business e-commerce, mais je n'ai pas le temps de suivre une formation. J'aimerais bien reprendre des business. Non, pas reprendre forcément. Eux, ils ne savaient pas qu'ils voulaient reprendre. Ils voulaient en fait avoir un business e-commerce, mais ils n'ont pas le temps de suivre une formation. Est-ce que j'ai une solution pour eux? Je n'avais pas de solution à l'époque. Je ne pouvais pas proposer de solution. Et comme j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes, surtout des salariés, qui venaient avec ça, je me suis dit, OK, peut-être qu'il y a une opportunité là. Et on a commencé à proposer en fait des business clés en main. Donc, on a une team qui travaille justement sur la création des business parce que on a pu développer en fait une sorte de méthodologie qui nous permet de trouver des niches qui sont porteuses, trouver des produits qui sont pertinents pour ces niches-là, créer tout le truc et puis lancer. Et aujourd'hui, avec Meta Ads qui s'est encore amélioré, c'est un peu plus facile en fait qu'à l'époque d'attirer des potentiels clients, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée les business et puis on les propose à la vente. Les personnes qui sont intéressées les achètent. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait avec... Et après, les gens possèdent entièrement le business. Du coup. Oui, c'est ça. On a un contrat en fait qui fait que la personne devient propriétaire du business. Et on accompagne la personne pendant 2 mois pour la prise en main, pour tous les aspects en fait que la personne ne pourrait pas comprendre. Et c'est pas juste des business, on va dire, de produits physiques. Parce que ce que beaucoup de gens oublient en fait, c'est les produits digitaux, qui à mon sens en fait c'est... ça on en a parlé souvent ici avec Tricia, avec Angie, ouais, je pense que c'est vraiment une chose sur laquelle aussi il faudrait se focaliser. L'e-commerce, c'est pas juste en fait vendre des produits en fait physiques, il y a des produits digitaux, il y a plein de choses en fait qui restent encore à faire, qui sont pas encore faites en fait dans l'e-commerce. Tu penses à quoi par exemple comme produit digital? Si tu donnes des exemples aux gens qui ne savent pas, parce que pour beaucoup de gens, produits digitaux, ils ne savent pas ce que c'est. Tu n'as pas des exemples? En fait, les produits digitaux classiques que les gens connaissent, ce sont les e-books par exemple. Ouais, les e-books. Il y a ça, il y a les formations. Une personne qui a... Ah oui, c'est vrai qu'une formation, techniquement, pour toi, c'est un produit digital. C'est un produit digital. Une fois que tu as fait la vidéo de la formation. Exactement. Ouais. Et surtout les formations bien nichées. Il y a des gens qui se font, moi j'ai des personnes qu'on a eu à accompagner qui se font pas mal d'argent avec ça. C'est-à-dire qu'ils sont c'est par exemple un médecin qui se focalise par exemple, un pédiatre par exemple, qui fait des formations en version vidéo, mais à destination des personnes qui ont des enfants, etc. Ah oui, d'accord. En fait, ce sont où il va par exemple proposer un e-book ou c'est une série de vidéos, ce genre de choses-là. Et ce sont des choses qui marchent en fait, parce que les gens, ils ont besoin de ça. Et c'est surtout le fait que tu prennes en compte le contexte. Parce que souvent, ils ont accès, on a YouTube, c'est vrai, mais YouTube, en fait, c'est un peu... C'est générique, c'est générique, et puis parfois, c'est contradictoire, etc. Il y a aussi d'autres produits comme les presets. Bon, maintenant, là, je pense que ça va plus se vendre. Les presets, c'est tout ce qui va être, en fait, les filtres. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui créent du contenu. Ah, qui voulaient des filtres Insta, etc. Voilà, qui veulent pas forcément filtres Insta, mais ce sont des filtres, en fait, qu'on utilise, par exemple, dans des logiciels comme des apps comme Lightroom, qui permettent, en fait, d'avoir un certain type de photos. Tu le vois aussi avec des outils en fait pour les monteurs et les vidéos, en fait, voilà, tu vois, tu as des presets en fait que tu peux vendre comme ça. Il y a plein de produits en fait digitaux qui sont possibles à vendre. De manière générale, c'est une expertise ou en tout cas une compétence que tu fiches dans le temps, qui devient un actif et donc tu vends aux gens l'accès à l'actif, c'est ça? Mais il y a des gens aujourd'hui, bon pas ici, mais il y a des gens qui font ce qu'ils appellent du drop servicing. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont pas créer le produit. Ils prennent un produit existant, ils le customise et ils le vendent en fait. Donc du coup, en fait, c'est pas eux les créateurs de ça. Après, je pense que ça va être... Moi, je suis pas forcément OK avec ça. C'est compliqué après pour gérer la propriété intellectuelle et à qui on reverse. Non, mais les gens qui le font, en fait, les gens qui proposent ça, ce sont des personnes qui acceptent qu'on revende leurs propres produits en fait, tu vois. Et donc ça, c'est une autre méthode, mais je préfère en fait que ce soit des gens qui sont liés à ce qu'ils vendent parce que c'est ce qui permet de rester sur le long terme en fait. Sinon, tu ne tiens pas la durée. Donc c'est pratiquement ça en fait. Mais c'est intéressant parce que du coup ça m'amène à... Bon, on va rentrer dans un truc parce que du coup, tout ce que tu décris là, nous, c'est intéressant. Effectivement, en cas, on a toujours été très très focus pour aider les gens du coup à exporter en dehors de leur pays. Donc quand tu vends d'un pays africain à une autre solution, autant sur le paiement où tu peux... Parce que comme j'ai dit, on a des créatrices au Nigeria qui vendent à des acheteuses au Ghana... comme ils vendent aux États-Unis. Pareil pour des gens au Sénégal qui veulent vendre aux gens en Côte d'Ivoire, quoique là encore, ça va encore. Mais en gros, c'était intéressant pour moi parce que je vois que nous, on a fait beaucoup de commerce transfrontalier, mais toi, du coup, c'est beaucoup dans l'autre sens. C'est vraiment les gens qui importent des choses en Afrique et vendent localement, du coup, souvent. Ma tendance, en fait, ce que j'essaie de faire, justement, ce que j'ai commencé avec le jeu de cartes, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que je veux qu'on ait des productions locales qui partent plutôt en Occident. Ah, ben comme nous, on aimerait aussi. Comme ce que vous proposez, justement. Pour moi, c'est ça. Mais je ne veux pas qu'on se focalise juste sur les produits qu'on a l'habitude de voir, par exemple, les vêtements, etc. Je pense qu'il y a matière, en fait,
à vendre toutes sortes de produits. Il y a plusieurs produits qu'on peut penser en fait ici et exporter surtout qu'on peut vendre en fait en Occident. Et justement, c'est à ce moment que des acteurs comme vous deviennent intéressants parce que moi, par exemple, l'un des problèmes que j'ai rencontrés, c'est que lorsqu'on a commencé à vendre les jeux, par exemple, on les vendait au Sénégal et on avait du mal en fait à livrer dans d'autres pays. C'était un gros problème en fait parce que voilà, tu peux pas faire avec les GP, c'est pas possible. Non, c'est clair. Il faudrait en fait structurer ça. Et donc l'une des solutions que j'avais trouvées et qui a même fait aussi monter notre CA, c'est que je trouvais des revendeurs ou des revendeuses en fait dans d'autres pays. Donc ils commandaient chez nous en gros et ils vendaient. Sauf que ça aussi c'est un peu limite parce que ça, en fait tu n'as pas la même issue, l'expérience que les clients vont vivre, etc. Et du coup je suis venu ici à Abidjan pour tester le marché. J'étais venu avec 50 exemplaires. Ça s'est fini en un jour. Wow. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un potentiel. Il y a une demande en fait qui est là. Sauf que c'est un peu compliqué en fait de prendre des produits et les amener. Et justement, c'est en ça que je trouve que ce que vous proposez, c'est assez intéressant parce que justement, quand on crée un produit dans un pays donné, on est peut-être au Sénégal, on aimerait bien, en tout cas si ça se développe, on aimerait bien le vendre ailleurs. Mais c'est un autre métier. C'est ça. C'est pas un métier qu'en fait... Non, c'est pour ça que vous pouvez utiliser en KPay effectivement pour ces paiements-là et après en cash shipping pour derrière envoyer aux gens. Donc écoute, avec grand plaisir. Hein, dès que vous commencez, on est ravis de pouvoir vous aider là-dessus. Après, c'est vrai qu'une chose que moi j'aime bien rappeler en plus, c'est qu'on peut faire ces choses-là, même vendre à l'étranger, même quand on n'a pas le stock tout de suite. Un peu comme quand tu as fait les précommandes au début, moi j'encourage beaucoup les gens à ne pas se limiter à attendre d'avoir le stock pour venir vers nous. Parce qu'en fait, de facto, tu peux vendre à quelqu'un qui est en France et lui dire, en fait, je te l'envoie d'ici un mois. La plupart des gens sur si le produit est qualitatif ou différencié, ils sont prêts à attendre. Ça, j'ai pu le voir. Toi, tu as pu le témoigner, je pense. Ça, j'ai pu le voir. Les gens sont prêts à attendre quand justement, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est un produit unique, ils n'ont pas la possibilité de l'avoir à côté. Exactement. Et du coup, ils n'ont aucun mal en fait à attendre. En fait. Moi, j'ai eu des personnes qui ont, par exemple, je n'ai pas amené ces chaussures-là, ce sont des chaussures faites par une marque au Sénégal. Et la personne a attendu près d'un mois en fait pour recevoir la chaussure et sans problème. Non, pas de problème. Sans problème. Et nous, on était là en train de relancer. Vous stressiez vous-même. Voilà, exactement, pour expliquer qu'en fait, il y a tel. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, ils sont nombreux justement en Occident justement à faire pareil. Et même je pense, tu vois, même ton jeu de cartes, moi, tu vois, maintenant que tu m'en parlais, ça m'intéresserait de le commander. Mais tu vois, une fois que je le commande, je ne suis pas en mode, il me le faut la semaine prochaine. Tu vois, je le commande le jour où c'est prêt. Le plus important, comme tu as dit, souvent, c'est de tenir les gens au courant. Il y a beaucoup de gens ont du mal en fait, à faire ça. C'est le service client qui fait la différence. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous... avec plaisir pour vous aider. Du coup, il faut que tu nous parles un peu de l'époque où tu as été bloqué par PayPal, parce que c'est l'un des sujets que nous, on a beaucoup vu. Beaucoup de gens, en fait, au début, essaient de faire avec PayPal et se rendent vite compte que c'est compliqué de retirer de l'argent en Afrique. Et même que quand ils grossissent, au bout d'un moment, PayPal, en fait, veut juste pas des entrepreneurs de notre zone. Exactement. Donc, je sais pas, toi, c'était quoi ton expérience en fait, c'est pas juste PayPal, c'était à un moment donné, je vais expliquer un peu le contexte. C'est lorsque je suis revenu au Sénégal. Après, pendant ce temps, je continuais toujours de vendre en fait en Belgique. Oui, mais pas en Belgique, je vendais en fait partout dans le monde. Partout en fait. Et je recevais donc en fait sur Shopify, tu as des applications comme il y a une application qui s'appelle Uptrack. Uptrack en fait, ce qu'il fait, c'est juste quand tu as des commandes, il envoie les numéros de suivi en fait à PayPal pour que PayPal puisse vérifier que la commande est legit en fait. Voilà. Donc c'est ça que fait cette application là. Et lorsque je suis revenu, ça a coïncidé avec la fin de l'année, donc on était avec le Black Friday et tout. C'est à ce moment qu'on a souvent des pics en e-commerce. Et j'ai eu une période justement juste avant le Black Friday en fait où on a eu des pics de vente. Et PayPal en fait ce qu'ils font c'est quoi? C'est qu'ils récupèrent l'argent. Et il le bloque. Non, il ne bloque pas. Tant que l'argent est en train de rentrer, il te bloque. En fait, tu sais qu'ils t'ont bloqué au moment où tu veux retirer. Donc, tant que l'argent est en train de rentrer, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont récupéré l'argent. Et à un moment donné, justement, comme j'étais revenu, je voulais aussi sortir. En fait, non seulement sortir cet argent-là, pas totalement, mais je voulais sortir cet argent. Mais je voulais pouvoir dépenser aussi, quoi, parce que j'étais venu et tout ça. Et là, j'essaie de sortir l'argent et j'ai un message en fait qui me dit votre solde est bloqué parce qu'ils ont besoin des numéros de suivi je crois des 400 dernières commandes. En fait, ce qui s'était passé, c'est que l'application Uptrack, comme la plupart des apps en fait,
tu as plusieurs modèles, c'est-à-dire que tu as le free, donc c'est limité à 50 exemplaires. Ouais. Après, tu as l'autre qui est à 250. Ouais. Et tu as, en fait, en fonction du volume que tu fais, tu as en fait un montant à payer, en fait. Voilà. Et moi, j'étais dans celui de 250 parce que je n'avais pas fait beaucoup de volume avant. Voilà, beaucoup de volume Mais tu as eu un pic. Et j'ai eu un pic, en fait, ça a dépassé ça. Donc, du coup, les numéros de suivi n'étaient plus envoyés. Waouh. Et donc, j'ai eu 2 problèmes avec PayPal. Déjà, ce premier problème-là. Et l'autre problème, en fait, c'est justement le fait, comme tu l'expliquais, le fait de pouvoir retirer depuis l'Afrique. Retirez votre argent facilement avec OnCapPay. Vous vous demandez quand et comment retirer votre argent sur OnCapPay? C'est simple et rapide. Disponibilité immédiate. Vos fonds sont retirables dès la confirmation de la commande. Aucun compte bancaire requis. Retirez directement sur votre compte local, MTN Momo, Wave, Orange Money. Sécurisé et sans tracas. Votre argent à portée de main sans complication. Vendez directement sur vos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Rejoignez-nous dès maintenant sur onca.africa. Au départ, ce que je faisais, c'est que j'avais un compte Revolut. Donc, ce que je faisais, c'est que je transférais sur le compte Revolut. Et comme c'était bloqué, je ne pouvais plus faire ça. Et donc, ils ont bloqué 72 000 euros. 72 000 euros. Ils m'ont dit, ils vont, en fait, c'est pendant 180 jours. Parce qu'en fait, ils attendent de vérifier. Voir s'il y a des chargebacks et des gens qui se plaignent. Exactement. 180 jours. 180 jours. Et en fait, bon, ça, c'est ce qu'ils te disent. Et après ça, 180 jours, ça fait 6 mois. Ouais, c'est ça, 6 mois. Et pendant le même temps qu'ils ont bloqué là-bas, moi, j'avais de l'argent sur Revolut. Et comme j'étais au Sénégal, en Afrique, je dépensais, je ne me posais pas de questions. Tu vois, et à un moment donné, je voulais acheter une voiture, donc j'ai sorti 7 000 euros. Les gars, ils ont commencé à regarder, quoi. Tu es en Afrique? Oui, non, Revolut. Ils m'ont écrit, ils m'ont demandé, en fait, on voit qu'il y a des actions, mais vous êtes au Sénégal. J'ai dit, non, je suis en vacances. Ils disent, OK. J'ai continué à sortir de l'argent. Ils m'ont encore écrit. Ils m'ont dit, on voit qu'il y a de l'argent qui sort. En fait, vous êtes en train de sortir parce que je faisais Sendwave. J'utilisais en fait tous les outils qui me permettaient d'envoyer de l'argent en Afrique. Ouais. Et je ne savais pas en fait qu'eux, ils ont des alertes pour ça. Déjà, ils ne veulent pas en fait que l'argent quitte l'Occident. L'Occident, oui, parce qu'ils n'ont pas le droit. Exactement. Exactement, ça c'est le premier truc. Mais en plus de ça, quand il y a un certain montant, par exemple, à 10 000, ce que j'ai compris après, 10 000 euros, il y a une alerte et ils vont bloquer en fait pour pouvoir vérifier. Donc Revolut, en fait, à un certain moment, ils ont bloqué mon compte Revolut. Et pendant longtemps, j'étais en train d'essayer de récupérer. Et ils me disaient, en fait, il faudrait que je sois en Occident. Sauf que c'était bloqué parce qu'on était bloqué à cause du Covid. Tu ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas y aller. Et donc, du coup, là-bas, c'était 7 000 et quelques euros. Et par la suite, par contre, ils ont... j'ai dû envoyer des messages parce que Revolut, ce qui est un peu frustrant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de service client en fait qui soit accessible. Ils n'ont pas ça en fait. C'est-à-dire que si tu vas sur le site, tu peux regarder. Et quand j'étais sur Twitter, j'ai eu des personnes en fait un peu partout qui se plaignaient de la même chose en fait. Qui ont tous souffert de ça. Brésil, etc., etc. Et PayPal pareil. Même là sur Twitter, dans leur messagerie, je leur envoyais tellement de messages que finalement ils m'ont dit que si tu continues, on va te bloquer en fait. Alors qu'ils avaient mon argent. Ouais, ils m'ont dit. Et ils ont toujours ton argent. PayPal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après les 6 mois, ils m'ont dit OK, maintenant tu peux récupérer ton argent, mais sur un compte américain. Je ne peux pas récupérer en fait sur un compte français ou un compte européen, sur un compte américain. Et donc je leur dis, je n'ai pas de compte américain. Ils me disent, on peut pas envoyer ça sur autre chose en fait. Il faudrait que ce soit un compte américain. Et donc, comme il y a une autre solution, notamment Wise, qui permet d'avoir plusieurs comptes, numéros de compte en fait, je crée le compte américain, je leur envoie, ils disent non, il faudrait que ce soit une banque qui soit banque physique aux États-Unis. En fait. Donc depuis, ils ont ton argent. Ah mais non, j'ai jamais récupéré cet argent. Bismillahi. Non mais c'est des... En fait, et c'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, et ce que tu décris là, c'est la hantise, je pense, de beaucoup de gens qui font du business international, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que ça marche à un moment. Pendant très longtemps, ça marche, et le jour où ça pète, ça te tue ta boîte. Et moi, c'est pour ça que nous, on l'a fait en KP en disant aux gens, attention, au début, vous avez l'impression que vous pouvez vous débrouiller avec un compte bancaire là, avec des solutions de contournement, mais assez vite, vous pouvez être dans la situation où votre argent est bloqué et vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est une perte sèche. C'est que ça. C'est sec, il n'y a rien pour t'amoindrir, il n'y a même pas de recours. Parce que de facto, comme tu as dit, dans leurs règles à eux, en fait, tu n'es pas censé être en Afrique. Exactement. Et opérer avec des solutions internationales de paiement. Exactement. C'est pour ça que nous, on a fait ce qu'on a créé, parce que tous ceux qui font des solutions autres, tant que tu es petit, ça va, mais le jour où je leur souhaite de grossir,
ça va les bloquer. Bah oui. Et ils vont payer. Et nous, on a eu des gens dont les boîtes ont dû fermer comme ça. Parce que si ton argent est bloqué, tu peux pas payer tes fournisseurs. Toi, encore, tu as pu te débrouiller payer des fournisseurs. Ouais. Il y a des gens qui n'avaient même pas de quoi payer leurs fournisseurs. Ils peuvent pas payer leurs employés. Ils peuvent plus rien payer. Ouais. Ils se retrouvent entièrement bloqués. Et le problème, souvent, c'est que ce n'est pas dit explicitement. Mais c'est ça le souci, en fait. Même quand tu es en Afrique, il y a certaines personnes, par exemple, dans certains pays, tu peux ouvrir un compte PayPal. Ouais. Tu peux recevoir de l'argent sur PayPal. PayPal. Kenya, tu peux, etc. Tu peux recevoir. Mais le problème, c'est quand tu essaies de récupérer cet argent. Ouais, c'est là que tu commences à avoir des problèmes, en fait. Des très gros problèmes. Et pour te dire, nous, on a travaillé avec PayPal. Et donc là, justement, on est en discussion avec eux parce que, justement, avant, ils nous laissaient faire. Maintenant, ils ne veulent même plus. Ils ne veulent même plus qu'on puisse opérer pour le marché en Europe parce que nous, on leur garantissait que les fonds étaient remis en Europe. Qu'on contrôlait l'origine des fonds avec nos accords de paiement et d'expédition, mais aujourd'hui, ils ne veulent même plus faire ça. Donc, il y a un vrai sujet pour tous ceux... Et ce que tu décris, c'est que c'est important. On a parlé de PayPal, mais c'est pareil chez Revolut. Ouais. Tous ceux que je vois, par exemple, je connais des gens qui ont ouvert des sociétés Stripe aux États-Unis ou des Stripe en France. Tôt ou tard, si vous avez ouvert votre compte avec Stripe, avec PayPal, avec Revolut, avec sociétés européennes, tôt ou tard, si vous faites assez d'argent, ils vont vous bloquer votre argent. Ça, c'est clair. En fait, tant que tu es en Afrique, si tu es en Occident, il n'y a pas de souci. Parce qu'en Occident, en fait, on voyait, moi, à un certain moment, j'avais cette petite peur-là. C'est-à-dire que tu vois tellement d'argent dans ton compte, par exemple dans Stripe, tu vois tellement d'argent et tu te demandes, en fait, est-ce que c'est vraiment ton argent tu peux le retirer, et tu arrivais à le retirer parce que je faisais de Stripe à Revolut, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu es en Afrique, s'ils détectent en fait que tu es en Afrique et tu commences à faire certains volumes, là, tu commences à avoir des problèmes. Et là où tu as raison, c'est que les gens font attention. Ils pensent que même si tu envoies de l'argent en Europe sur un compte en banque, mais qu'à un moment, tu commences à être dans les situations où tu fais, comme tu dis, des send wave, des tap send, parce que tu dois payer tes employés, par exemple, en Afrique. C'est ce que nous, on a souvent. Nous, on a la solution, l'avantage qu'on a avec Anka, c'est que justement, tu peux collecter des paiements par carte en Europe et tu peux faire des payouts en Afrique, en partie au Sénégal, en partie en Wave, en partie en Orange Money, ce que tu veux. Tu peux payer. Et nous, on assure le contrôle de ça. Et donc, tu ne seras jamais bloqué dans cette sortie d'argent. Le problème, avec quand tu le fais avec des solutions européennes, et des solutions qui sont prévues, attention, tap send, tout ça, c'est pour des personnels. C'est pour certains montants, en fait. Il y a un cap. Il y a un cap. Tap send, Sendwave, Western Union, MoneyGram, RIA, tous ces trucs que les gens utilisent. Tant que tu fais moins de 10 000 euros de volume, ça va. Mais le jour où tu commences à dépasser les 10 000 euros, ils vont commencer à te bloquer. Et le jour où ils te bloquent, tu n'as pas ton argent. Et tu n'as plus accès à la plateforme. Voilà. C'est ça qui est le gros danger, que beaucoup de gens ne voient pas. Et c'est un danger qui est dangereux, comme tu dis, c'est que ça va tomber et tu ne pourras rien y faire. Il n'y a pas de recours. Non. Bah, tu es en Afrique, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, les personnes même si tu es en Europe, ils n'ont pas de service client et ils vont te dire, nous, on a étudié la législation européenne, on n'a pas le droit, quand tu collectes des paiements en Europe, de les faire sortir en Afrique pour des sociétés par des solutions comme ça. Oui, c'est ça. C'est illégal. C'est ça. Si tu le fais par des personnes, tu peux jusqu'à un certain montant. Un certain montant, en effet. Et ensuite, tu es bloqué. Mais personne n'en parle en fait. Et souvent, exactement. Et tu le vis et justement, comme tu le dis, personne n'en parle. Et c'est quand tu es confronté à cela et que tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas seul. Oui. Il y a plusieurs. Moi, j'ai des personnes, par exemple, Yomi dont on parle, il avait eu plus de 150 000 euros qui étaient bloqués par PayPal. Par PayPal aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que... même lui, alors qu'il allait se balader à Dubaï, tout ça. Non, mais en fait, je pense que c'est arrivé à pratiquement tous ceux qui ont commencé à faire un certain montant, un certain chiffre en fait, en e-commerce, en fait, ils ont forcément été confrontés à ça. S'ils ont intégré PayPal. C'est pour cette raison, tu vas voir qu'aujourd'hui, la plupart des gars qui font du e-commerce de manière générale, en fait, ne mettent pas PayPal en fait, sur leur plateforme. Par contre, il y a certains marchés sur lesquels en fait, tu es obligé de mettre PayPal parce que les Américains, c'est chaud. Les consommateurs en fait, utilisent cette solution-là. Par exemple, en Allemagne, si tu vas en Allemagne, tu mets tes Stripe, ça passe pas en fait. Ce qu'ils utilisent, c'est PayPal. Ils font plus confiance en PayPal. Et ce que j'ai fini par comprendre par la suite, c'est que PayPal, ils sont là pour les consommateurs, pas pour les entrepreneurs, pour les acheteurs, marchands, en fait. Exactement. Pas pour les marchands. Et donc, du coup, ils essaient toujours de protéger l'acheteur, en fait. Et donc, de façon injuste, souvent d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils bloquent l'argent des gens, ils n'ont pas de problème. Exactement, ils n'ont pas de problème pour ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, quand tu les appelles, ils sont... c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun état d'âme par rapport à ça, en fait. C'est non, en fait. Et finalement, tu passes par tout... et par toutes les émotions. Toutes les émotions, en fait. C'est le deuil. La colère. La colère, c'est les 4 étapes du deuil. Exactement. Et tu finis par laisser ton argent. C'est ça en fait finalement. Mais ça c'est encore, toi je te dis, toi encore, heureusement tu avais quand même, je pense quand même un certain volume, une certaine organisation parce que beaucoup de gens vraiment ça les tue. Parce que le problème à ce moment-là c'est que tu n'as pas d'alternative. Tu dois payer. Si tu as des coûts à payer, en général on a tous des coûts à payer en face, tu ne peux plus opérer. C'est ça. Donc vraiment on insiste pour tous ceux qui font ces choses-là. Et vraiment
c'est bien que tu aies parlé de Revolut, parce que j'avoue que souvent, on indexe PayPal, mais Revolut, les gens ne se rendent pas compte encore. Revolut, N26, ce truc-là, tu fais bien de le dire. Parce que ça, tu partages une expérience que je pense, beaucoup de gens pensent qu'ils ont trouvé un contournement. Ouais. Même Wise. Je vois beaucoup de gens parler de Wise dernièrement. Wise aussi, il bloque en fait, surtout quand tu es en Afrique. Mais voilà, tu vois, et il faut le dire aux gens parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas. Toutes ces solutions sont faites pour les individus. Exactement. Les professionnels, surtout quand tu vas faire plus de 10 000 €, ils vont tôt ou tard te bloquer. Donc tu peux le faire pour commencer, mais il faut que tu trouves, une fois que tu passes à l'échelle, une solution stable. Exactement. Bon, c'est pour ça qu'Ankapay est là, donc c'est le moment où on fait notre promo, n'hésitez pas à contacter nous. Voilà, petit bouquet démo là, c'est le moment, Alan, tu nous mets ça là, voilà. Venez, mais parce qu'en fait, et du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi dur ce qu'on fait chez Anka. Parce qu'en fait, on est obligé, nous, en fait, de faire quelque chose qui soit à la fois réglementairement OK pour ces gens-là. Donc, c'est nous qui laissons de l'argent en réserve à ces gens-là pour leur garantir que ce n'est pas de la fraude. C'est nous qui assurons le contrôle de l'origine des fonds et de l'utilisation des fonds, par exemple, en mettant en place une solution de shipping pour qu'on puisse dire automatiquement, ben oui, tu as shippé par nous avec DHL, donc on a le numéro de suivi. Exactement. Et il n'y aura pas les problèmes de ton truc UpTrack là qui te bloque à un moment. Exactement. Nous, dans l'abonnement que tu as, tout est inclus. Exactement. Donc on ouvre tous ces problèmes-là. Et derrière, en plus, nous, on fait le travail de te garantir que tu puisses retirer ton argent. Ouais. Ce qui, en soi, est un problème qui... C'est tout le temps un nouveau problème. Tout le temps un nouveau problème qui sort. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ils voient le commerce, ils comparent la facilité qu'il y a à opérer aux États-Unis ou en Europe en se disant que ça devrait être pareil alors qu'on est en Afrique. Non. Mais factuellement, nous sommes coupés du reste du monde. Ça, c'est vrai. Factuellement, d'un point de vue financier, on est vu comme étant la zone la plus à risque au monde. Même les Russes, qui ont des réputations de grands fraudeurs, ils sont eux aussi coupés de ce monde-là. Ouais. Je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent compatir à notre douleur. Bah oui, évidemment. Ouais. Parce que sinon, les autres, pas du tout. Donc il faut vraiment, c'est intéressant que tu dis ça parce que je sais, c'est vraiment, et s'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça, je pense que bon, il faudrait qu'ils le partagent dans ces commentaires-là et qu'on se rende compte que c'est dangereux. Parce que je pense que le pire dans cette histoire, c'est comme on dit, personne n'en parle. Ouais, en fait, c'est une douleur silencieuse. Mais en fait, je pense que la chose ici, c'est que les gens, quand ils se lancent, ils ne sont pas confrontés à ça parce qu'ils ils ont des petits montants en fait, au départ, etc. Et ce qu'ils ne font pas aussi, c'est essayer de comprendre, comme je le dis, pour prendre encore l'analogie du sport, c'est-à-dire essayer de comprendre en fait, comment ça se passe quand on arrive à tel niveau. Et comme ça, tu te prépares en fait, à l'avance. Parce que même là, quand tu parles d'Anka, moi je sais à quel point c'est une solution très, très, très importante ici. Merci. Mais les personnes qui sont là, qui n'ont pas été confrontées à ça, ils ne vont pas voir en fait, à quel point c'est important en fait, d'avoir un outil comme ça en fait, auquel que tu peux utiliser et qui peut te permettre de faire ton business en fait, tranquillement. Ouais. Et donc du coup, souvent, ce qu'il faudrait, c'est justement qu'il y ait des personnes qui aient vécu cela, qui puissent leur dire, ok, tu es en train de venir, c'est très bien, tu es en train de monter, c'est très bien, mais sache qu'il y a telle chose qui t'attend. Donc il est préférable dès le départ de te préparer à ça plutôt que d'attendre en fait, d'être bloqué comme on l'a été en fait, tu vois. Exactement, et nous on dit aux gens, c'est ok si au début tu fais sans ça. Tu peux faire avec ton Wise, ton Revolut, ton PayPal pendant un moment. Mais au moment où, pour moi, il y a vraiment un symbole, quand tu commences à faire, comme tu dis, là, toi tu as dit 1000 par jour, pour moi c'est à peu près ça. Quand tu dépasses les 10 000 € dans le mois, tu célèbres et après tu te poses des questions sur qu'est-ce que je fais pour que ça, là, cet argent ne soit plus bloqué. Mais moi, je leur dirais même de commencer dès le départ parce que... S'ils peuvent, s'ils peuvent, c'est dur après à changer. Mais en fait, le problème, c'est que... Pas le problème, mais je veux dire, dans l'e-commerce ou en tout cas dans le business de manière générale, tu ne sais jamais à quel moment le pic va arriver. Non, c'est clair. Tu vas prendre peut-être... Tu vends un produit, il y a, je sais pas moi, une Beyoncé qui l'achète et puis tu as tes ventes qui décollent et tu t'es pas préparé à ça. Tu vois. Et la plupart du temps, on s'attend pas forcément à ça. On l'espère. On s'attend pas en fait au moment où ça va avoir le pic. Et tu as raison. Tard, en fait. Non, tu as raison parce que... C'est préférable de commencer dès le départ. Ça, c'est vrai parce que même sur la marketplace Anka, partout où nous on le voit, les vendeurs qui font du succès, qui justement arrivent à ces paliers de vente de plus de 3 000 € par mois, il ne se passe rien. Et puis un jour, un produit, tu as fait un visuel, une vidéo qui explose sur Instagram, qui fait 3 millions de vues. Cette vidéo-là va te ramener, tout le monde va vouloir acheter. Bon, déjà, il faut que, même si tu n'as pas de stock, il faut prendre les paiements. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il ne faut pas arrêter. Trop de gens, quand ils ont leur pic, leur moment de gloire, ils paniquent. Ils arrêtent tout, ils ferment, ils disent non, je ne peux pas. Non. Tu prends d'abord l'argent, tu n'es pas un escroc, tu es quelqu'un qui est responsable. Tu prends l'argent et tu préviens en disant comment tu es arrivé là. Il y a des milliers de gens qui sont arrivés en même temps que toi. Je suis débordé, mais je vais y arriver. Sois patient. Et en général, les gens,
sont plutôt compatissants. Bah oui. Je trouve que si tu es transparent... C'est exactement ça. C'est surtout cette transparence. C'est-à-dire ne pas attendre que le client vienne vers toi pour te réclamer. Exactement. C'est toi, tu prends les devants. Et nous, on a fait ça même en drop. La raison pour laquelle les gens acceptaient d'attendre 7 à 15 jours, c'est parce qu'on leur expliquait en fait que on a un pic de commande, etc. Et qu'on va vous livrer, mais voici le temps que ça va prendre. Et les gens, ils sont très compréhensifs par rapport à ça. Mais si tu attends qu'ils viennent vers toi... Quand eux, ils sont vénères là, tu te mets en fait dans la position de la personne qui va s'expliquer. Qui se justifie. Et là, c'est pas terrible. Donc non, franchement, j'encourage les gens à, comme tu dis, le plus tôt est le mieux, parce que tu ne sais pas quand le succès arrive. C'est vrai. Et c'est pareil, comme on le dit souvent, on parle souvent dans ce podcast de l'importance des best-sellers. Ce que je ne dis peut-être pas assez souvent, c'est vrai, c'est que le best-seller, le jour où il devient best-seller, c'est pas graduellement sur 3 mois. C'est un jour, soudainement, tu as des centaines de ventes, et il faut ce jour-là ne pouvoir tenir la charge, ne pas fermer, ne pas avoir un truc qui, dès que tes stocks sont épuisés, tu arrêtes. Il faut pouvoir prendre. Il faut après surtout pouvoir gérer. Et il faut des gens qui t'aident à gérer. Donc c'est là où on va avoir un partenaire qui t'aide, parce que le jour où tu vas vouloir gérer, un truc qui arrive souvent aussi derrière, comme tu dis aux gens, c'est que le jour où leur best-seller arrive, admettons même qu'ils réussissent à produire dans la semaine. À ce moment-là, ils ne savent pas expédier. Parce que c'est des gens qui, au début, par exemple, sur le shipping, ont pris des GP, ont pris des solutions bancales, moins chères, là. Pas de problème. Comme on dit, c'est moins cher qui est cher. En effet, c'est ça, en fait. C'est le moins cher qui est cher. Quand tu fais le moins cher sur le shipping, le moins cher sur le paiement, ça marche quand tu es petit. Mais dès que le jour où tu as le succès que tu as tant attendu, ton moins cher là te lâche comme une vieille chaussette. Qui s'appelle PayPal, Revolut, Wise ou un autre, ça te met dans les problèmes. Donc là où tu as raison, c'est vrai, c'est que si tu as la conviction et tu as l'endurance du succès, il faut dès le départ se préparer en fonction. Et c'est pour ça qu'il faut un partenaire qui va t'aider à aller jusqu'à ce niveau-là. Et c'est ce que nous, on essaie de faire avec Anka. Et c'est important parce que du coup, ce que tu décris, je me rends compte, on a parlé beaucoup d'e-commerce, mais les gens, par exemple, il y a même dans l'e-commerce un truc dont on ne parle pas souvent, qui est le Airbnb, qui est le truc en ce moment qui est hyper tendance. Tout le monde fait de la location courte durée. Et j'ai vu d'ailleurs que tu nous as fait une petite vidéo bref là, qui m'a éclaté. C'était super intéressant quand tu disais que en fait, beaucoup de gens font des Airbnb et ils n'ont pas de site, pas de solution de paiement, tout est manuel. Et tu as dit que tu as même vu des gens qui ont 10, 20 logements. Et qui gèrent ça comment? Manuellement encore? Oui, c'est manuel. En fait, c'est l'expérience que j'avais vécue déjà avant de venir. C'est que, j'ai l'habitude de prendre sur Airbnb, mais là, j'avais vu en fait des logements qui étaient sur Facebook, etc. Et donc, j'ai essayé de contacter ces gens-là. Et donc, comment ça se passe? Tu dois les contacter sur WhatsApp. Ils t'envoient les trucs sur les images sur WhatsApp. Et en fait, c'est trop boring, en fait, à mon sens. Et c'est manuel, c'est compliqué. Et après, quand tu leur demandes en fait pour le paiement, comment ça se passe, ils vont te dire, ok, soit tu vas effectuer le paiement, ou bien quand tu vas arriver sur place, tu vas payer. Et je trouve que c'était pas super organisé. C'est super safe pour des gens qui n'ont pas qu'un seul bien, quoi. Ce sont des gens qui ont plusieurs biens. Donc je me dis en fait qu'il fallait structurer ça. Et justement, je suis arrivé dans un Airbnb où c'était justement le cas. Et après, je connais aussi des gens qui font du Airbnb au Sénégal. C'est que parfois, en fait, ils se retrouvent perdus un peu dans le truc, dans l'app même de Airbnb. Quand ils sont présents dans Airbnb. Parce qu'il faut savoir que c'est comme toutes les plateformes. Ils mettent en avant les super hosts, etc. Donc, je me suis dit, ce serait bien en fait pour ces personnes-là qui ont plusieurs biens en fait, d'avoir en fait une plateforme où ils peuvent déjà rassembler tous ces biens-là, mais aussi permettre aux gens de pouvoir réserver, etc., etc. Et comme j'en avais pas vu, je me suis amusé à en créer une pour montrer en fait que c'est possible. Et donc du coup c'est intéressant parce que nous, si ta bêta est ouverte un peu au peu que tu vas vendre ça un jour à quelqu'un, parce que tu as dit que là tu vends ça aussi à quelqu'un qui s'est intéressé. Ouais, en fait c'est ce que j'ai dit, mais en fait je sais pas encore si je vais la donner à quelqu'un ou la vendre à quelqu'un. En tout cas, nous on sait que chez Anka que nous on fait la partie derrière, qui est la partie le paiement. Parce qu'à la fin de l'histoire, ce qui va se passer, c'est que là, toi, tu as pris l'exemple même du cas où tu as un gestionnaire de Airbnb qui a plusieurs biens et quelqu'un veut rester plus longtemps. Et donc ça devient envoie-moi le Wave là, voilà le numéro Wave, voilà le numéro truc. La personne, ça se trouve, elle n'est pas du pays, donc elle n'a pas Wave, elle a que sa carte bleue, elle ne sait pas comment faire. Alors qu'en fait, tu peux juste gérer un lien Anka. Et la personne te paye sur son lien. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec le Airbnb où je suis. La personne, je lui ai demandé en fait, du coup, comment est-ce qu'on paye? Et il me dit que je puisse remettre ça au gardien. Au gardien en bas, le cash? Je remets le cash au gardien. Je lui ai dit, moi, j'ai pas de cash en fait, j'ai Wave. Il dit, tu peux retirer et pour aller remettre au gardien. Alors que justement, avoir un lien, tu m'envoies le lien, je clique, je règle. Mais c'est intéressant parce que
ces propriétaires-là, j'aimerais les rencontrer parce que je me demande, en fait, dans leur gestion, comment ça se passe. C'est un truc qui m'intrigue. Même moi, ça m'intrigue aussi. Parce que je me dis, en fait, c'est dommage parce que, bon, peut-être qu'ils ne parlent pas de l'argent, mais en fait, ils prennent un risque élevé parce que c'est le même niveau de risque qu'on décrit en e-commerce international où on peut te bloquer. Et ils peuvent se faire voler là. Ils peuvent avoir des gens, moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est des gens qui font de l'hôtellerie ou du tourisme, c'est des gens qui ne viennent pas. Parce que du coup, tu leur dis, quand ils viennent, ils payent à ce moment-là. Mais ils ne viennent pas. Et toi, ce jour-là, tu as perdu parce que tu as bloqué le bien pour la personne. C'est ça. Et tu n'as pas derrière pu convertir un client potentiel. Totalement. Juste parce que la personne n'a pas été dans la réservation loquée. Et tu serais surpris, même des hôtels sont concernés. On ne te parle même pas seulement de Airbnb. Donc c'est un sujet de, je pense, c'est marrant parce que les gens, quand ils pensent e-commerce, ils pensent produits physiques. Comme tu dis, mais en fait, Airbnb, justement, tout ça rentre dans l'e-commerce en effet. Tout ça, c'est de l'e-commerce et c'est un truc sur lequel, moi, je pense que beaucoup de gens devraient faire attention. Parce qu'ils ont tendance à négliger le potentiel de s'ils structuraient beaucoup mieux leur organisation et leur service. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces services-là avec Ankapay et qu'on invite plus de gens à venir. Et un dernier truc que je voulais te demander du coup aussi, parce qu'effectivement, quand tu as fait tout ça, toi, et que tu as vu tous ces trucs-là, tous ces différents versants du e-commerce en Afrique, il y a un peu d'inquiétude. En général, les gens, tu sais, quand ils passent certains paliers, ils commencent à se dire « Ah mince, mais comment je vais faire si jamais mes clients n'ont pas assez d'argent en Afrique ?» Il y a un peu ce mythe de en Afrique, les clients peut-être sont trop obsédés sur les prix pas chers. Ok. Je sais pas, toi, quelle est ton expérience là-dessus? Est-ce que c'est vrai qu'en fait, les clients africains veulent toujours que ce soit moins cher? Non, en fait, après, moi, je pense que ça dépend à qui tu vends, en fait. Parce que bon, très souvent, les gens, ils vendent, en fait, c'est de la chance. C'est-à-dire que j'expose mon produit et... Celui qui veut bien. Voilà, j'espère qu'il y aurait des gens qui vont acheter. Mais je pense qu'en fait, si la réflexion est faite dès le départ, tu sais, en fait, potentiellement, quels sont... Tu vois, si tu as fait le market product fit. Si exactement. Et tu peux savoir en fait quelles sont les capacités financières de ces personnes-là, même si tu ne connais pas forcément leur salaire, mais tu peux en fait avoir une idée. Est-ce que ces personnes-là sont capables de payer le prix que tu proposes ou pas? Et moi, par exemple, là, je vends des business e-commerce qui coûtent pas moins d'1 million. Ok. Et les gens achètent. Ça va, c'est pas cher 1 million pour un business. Pas moins d'1 million, mais les gens achètent. Ça veut dire qu'en fait, c'est en ligne. C'est-à-dire que quand tu penses si tu ne vois pas ça comme un business e-commerce, mais tu penses que c'est un produit qui se vend en ligne sur une plateforme. Tu le vends à 1 million. Et les gens achètent, donc il faut se poser la question. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à payer lorsque en fait, tu apportes la valeur suffisante. Maintenant, il faut savoir à qui est-ce que tu vends en fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu leur vends? Exactement. Comment est-ce que parce que moi, je pense que le prix, en fait, c'est jamais l'argument en fait, qui empêche la personne d'acheter. Le prix, c'est vraiment... Si toi, en tant que vendeur, tu le mets en premier, c'est ce que le client va retenir. Mais si tu commences par la valeur, le client, en fait, il est prêt à te suivre, en fait, parce que il va si c'est le bon client, peut-être le problème, c'est que des fois, tu ne parles pas à la bonne personne. C'est ça, en fait. C'est justement ça. Et c'est pour cette raison, moi, tu vois, ce que je disais souvent à les gars avec lesquels je bosse, c'est que à la question qui est dans le film Le Loup de Wall Street, où il dit « Vendez-moi ce stylo », moi, ce que j'allais poser comme question, c'est « Est-ce que vous avez besoin d'un stylo ?» Ouais, exactement. Quel est ton besoin? Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un stylo? Si la personne, quelle que soit la réponse de la personne, je lui demanderai pourquoi. Et le pourquoi va amener en fait à ce que la personne me dise, genre, soit son vrai besoin, peut-être que c'est pas un stylo que je vais vendre, soit son vrai besoin, qui elle est. En fait, je vais avoir plus d'informations pour savoir en fait qu'est-ce que je peux lui proposer en fait. Et je pense que c'est ce que les gens ne font pas, c'est qu'ils ont leur produit, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, ils sont amoureux de leur produit et du coup ils le présentent et ils veulent en fait que les gens l'achètent de facto en fait. Et je pense que en fait on a comme je l'ai dit, ça dépend en fait de à qui tu vends, parce que si je vends une Porsche, peut-être que je ne vais pas aller à Yopougon pour le proposer aux gens, peut-être. En fait, en fonction de ce que je vends, je vais essayer de voir en fait à qui est-ce que je m'adresse. Et là, je peux vendre mieux. Mais si tu prends un produit, tu sais que le produit il est premium par exemple, et que tu veux le vendre à tout le monde, c'est clair que tu vas forcément avoir des gens qui vont te dire que c'est trop cher, quoi. Et ce sont des personnes, comme j'aime beaucoup ce que souvent Maureen dit par rapport à ça, si tu trouves que c'est très cher, c'est que tu n'es pas la cible, quoi. Exactement. Elle est devenue célèbre pour ça, mais c'est tristement vrai. Mais c'est vrai en fait, finalement. Mais du coup, donc la réponse pour toi, ce serait, si jamais, c'est que le problème de dire... Il faut savoir à qui tu vends. À qui tu vends. Pour moi, c'est ça en fait. C'est pas un problème de est-ce que c'est cher ou c'est pas cher.
il y a forcément des personnes qui sont prêtes à acheter. Et je pense même que le fait de se focaliser sur une niche, tu as plus de chances en fait de faire du chiffre que de vouloir en fait toucher tout le monde en fait. Parce que les personnes qui sont dans cette niche-là, elles ont vraiment cette impression d'être premium en fait. Tu les comprends. Exactement. Que c'est juste pour eux. Exactement. Mais si tu t'adresses à tout le monde, finalement tu perds en fait cette opportunité que tu as. Donc je pense pas que le fait que c'est pas le prix le problème, c'est pas que les gens n'ont pas d'argent, c'est que les gens ne trouvent pas des bons produits qui justifient la valeur. C'est ça. Oui, ils ne s'adressent pas aux bonnes personnes. Ils ne s'adressent pas aux bonnes personnes. Ouais. Pour moi, c'est ça en fait. Ils ont des produits qui sont de qualité parfois, mais ils ne pensent pas en fait à s'adresser aux personnes qui valorisent le fait que ce soit des qualités. Des bonnes qualités. Parce que par exemple, et c'est ça, quand tu observes la différence entre les produits de contrefaçon et les produits de qualité, la manière dont ça se vend, c'est que les produits de contrefaçon, les gens qui achètent, ils savent très bien que c'est de contrefaçon. Et ils s'en foutent. C'est là où, comme on dit, c'est là où leur main arrive en fait. Et c'est pour ça que le prix est leur seul sujet. Exactement. Et du coup, eux, en fait, leur sujet, c'est le prix. Mais il y a des personnes en fait qui veulent autre chose que ça. Si ton produit, il est premium, après, il faut pas dire de ton produit qu'il est premium alors qu'il ne l'est pas. Mais si ton produit est vraiment de qualité, bah, en fait, je pense qu'il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, quoi. Tu sais à qui tu t'adresses et tu sais en fait que tu ne t'adresses pas à ces autres personnes-là. Et il y a quelqu'un qui disait qu'il vaut mieux diviser et être adoré par un certain nombre de personnes que d'être toléré par tout le monde. Exactement. Donc, il vaut mieux être adoré par 100 personnes que être toléré par 10 millions. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si les gens juste t'ignorent ou te considèrent comme étant juste basique, tu n'auras aucun impact et donc pas forcément un business et une vraie opportunité derrière. Bah ouais. Après, il faut dire aussi que souvent, les gens sur les réseaux sociaux, par exemple, quand ils ont des marques ou des produits qu'ils vendent sur les réseaux sociaux, ils se focalisent beaucoup trop sur les commentaires des gens. C'est-à-dire que comme ils sont hypés par les commentaires, du coup, en fait, c'est ça qui drive toute leur décision. Exactement. Alors que peut-être que les personnes qui laissent des commentaires, ce n'est pas forcément celles qui vont acheter. Peut-être que tes acheteurs, en fait, ce ne sont pas des gens qui laissent des commentaires. Et donc, eux, ils vont droit au but, ça se trouve. Voilà, si tu te focalises sur les bonnes personnes, bon, tu peux continuer de créer ton contenu, etc. Mais il ne faut pas, en fait, penser que ta valeur va venir de là, en fait. Parce que tu vas rester là à discuter avec des gens qui vont te dire c'est trop cher, non, c'est pas cher, etc. Alors que ce n'est pas vraiment les gens qui vont acheter. Non, ce n'est pas eux qui vont acheter, en fait, finalement. C'est ça. Ouais. C'est super intéressant. Bon, normalement, la tradition dans ce podcast, pour conclure, c'est, bon, tu as déjà un peu répondu, c'est, je te demande, si aujourd'hui tu devais recommencer à zéro, zéro, genre tu n'as jamais créé de boîte, et que tu as... Alors, normalement, la première question, c'est, je disais, quand tu n'as que 1000 euros, donc à peu près 1 million, je pense que toi, tu dirais que la personne n'a qu'à venir chez toi, chez Teki, et prendre un business là-bas. Non, pas forcément. En fait, parce que moi, perso, quelqu'un me dirait, je veux faire de l'e-commerce. Et si une personne veut faire de l'e-commerce, non, si une personne veut faire de l'e-commerce, je pense que c'est la meilleure manière de démarrer en fait. C'est de prendre quelque chose qui est déjà là. Donc, ou une formation ou un produit complet business. Oui, même la formation. En fait, la formation, c'est intéressant, mais ce que j'ai remarqué, parce que j'ai eu aussi à donner des formations, c'est que les gens, en fait, lorsqu'ils prennent des formations, j'ai comme l'impression le fait d'avoir payé pour une formation, ça leur suffit. Oui. C'est un peu comme aller à la salle. Ouais, c'est comme aller à la salle de sport. Exactement. Oui. Le fait d'avoir payé la salle, pour eux, ça suffit en fait. Ça veut dire qu'ils sont en shape en fait. Et c'est pour ça que tu as plus de 30% des gens qui ne vont jamais à la salle de sport, comme 30% des gens qui ont payé des formations qui ne la regardent jamais. Exactement. Et du coup, moi, je pense que la meilleure manière, en tout cas pour ces business-là, la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment de s'y mettre en fait. Et si tu as une possibilité de te lancer très rapidement, c'est mieux. Vaut mieux le faire en fait. Après, par exemple, là, juste là où j'habite, ici à Abidjan, juste en bas, j'ai vu en fait un gars qui vend des caméras de sécurité. Et je demande aux gars s'ils vendent sur Internet, ils ne vendent pas sur Internet. Ça, c'est une opportunité en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui veut se lancer dans l'e-commerce, par exemple, tu as un potentiel fournisseur qui est là, qui est à disposition. Donc, tu peux, à partir de là, déjà commencer. Et ça te permettra d'apprendre, en fait, along the way et connaître, en fait, quelles sont les difficultés qui sont là. OK, je me rends compte que le marketing, je ne suis pas forcément bon en ça. Comment il faut que je fasse le copywriting, etc. Et du coup, tu vas apprendre de cette manière. Petit à petit, Mais la formation, c'est bien. Mais encore une fois... Tu préfères être dans l'action, toi. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux en fait que tu ailles dans l'action. Maintenant, les personnes qui font formation et action, ça c'est encore mieux parce qu'elles prennent ce qui leur a été donné dans la formation, elles le mettent en pratique tout de suite, assez rapidement en fait. C'est un peu comme les personnes qui veulent apprendre à nager et qui essaient de regarder des vidéos YouTube. Tu vois. Pour moi, le jour où tu tombes dans l'eau, c'est compliqué. C'est exactement ça en fait. C'est compliqué. Alors que quand tu es dans l'eau, c'est là que tu vas commencer à comprendre en fait. Ok, ce que j'avais vu là, ok, c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc je pense en fait, que c'est
la meilleure manière, si tu veux vraiment démarrer assez rapidement, c'est la meilleure manière de prendre un truc fini. Maintenant, à la question que tu posais, si je devais redémarrer de zéro, l'e-commerce, c'est vrai que c'est un truc intéressant, mais je vois un potentiel beaucoup plus énorme aujourd'hui dans l'IA. Dans l'IA, ouais, forcément. Ouais, donc du coup, tu peux pas dire autre chose. Oui, mais en fait, franchement, j'ai vraiment ce truc-là. J'essaie de me focus en fait pour ne pas aller dans tous les sens, mais je vois énormément d'opportunités, des choses en fait qui sont possibles de faire, même pas forcément avec des choses extraordinaires, en fait, juste avec les petits outils qui sont à notre disposition. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et très vite en fait. Je pense que les gens peuvent atteindre en fait les chiffres qui miroitent, quoi. Quand je parle 1 million d'euros, ça a l'air un peu trop ici, mais bon. Non, mais après, c'est du coup le penchant de l'autre question que j'ai posée ici à tout le monde à chaque fois qu'on fait ce podcast. C'est du coup, si je te donne 1 million d'euros aujourd'hui, tu fais quoi, toi? Je pense que je lance quelque chose dans l'IA. Dans l'IA? Ouais. Tu vas prendre le temps pour tester quelque chose là-dedans. Ouais, en fait, là, comme je dis, c'est-à-dire que pour moi, l'IA quand je dis lancer dans l'IA, je ne veux pas créer un LLM ou quoi que ce soit, mais je vais exploiter l'IA pour proposer quelque chose. Créer des usages. Voilà, exactement. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'un vendeur IA. Un vendeur un vendeur IA, c'est intégrable, qui va être intégré dans WhatsApp. Partout, partout en fait, où les gens peuvent vendre. De la même manière, en fait, tu peux avoir des agents en fait, qui peuvent être intégrés dans des entreprises pour faire en fait, des tâches qui sont répétitives. Et tu peux être la personne qui propose ça, en fait. D'accord. Donc, ouais, je pense qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est l'IA en fait que j'allais faire. Peut-être que j'allais faire du combo e-commerce mais IA, mais franchement, il y aura de l'IA en fait à l'intérieur. Ok, super intéressant. Mais écoute, je pense que on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, je pense que là, il y en a pour. Ça m'étonne que tu n'aies pas fait plus de podcasts comme ça avant, toi, du coup. J'en ai fait, mais à un certain moment, j'ai voulu step back en fait. En fait, j'ai fui, on va dire, les médias caméras à un moment donné parce que j'ai trouvé que très vite, en fait, on te sauce là et c'est pas forcément bénéfique quand tu es en train de bosser, quoi. Ok. Bah, écoute, pas tout le temps, en fait. Ouais. Bon, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où tu peux être sous l'effet des projecteurs et un moment où il faut te focaliser pour bosser. Sinon, après, en fait, surtout pour des personnes qui n'arrivent pas à distinguer la hype de la réalité, tu es invité partout, etc. Et puis tu penses en fait que tu es arrivé alors que pas encore. Donc, j'ai préféré à un moment donné me focaliser sur le travail, quoi. Ok, bah écoute, on est donc très honorés encore plus que tu aies pris ce moment avec nous. Plaisir. Ton petit passage à Abidjan. Écoute, j'espère que les gens te suivront du coup sur les réseaux de leur choix. Ouais. Et puis, écoute, en tout cas, encore merci et merci à tout le monde. Rendez-vous sur Anka si vous voulez en discuter un peu plus et passer à l'action pour protéger votre bise et le développer. Et puis, autrement, on se retrouve au prochain épisode. Merci pour l'invitation.